Avant que ça commence, parmi les 4 étudiants que vous êtes là aujourd'hui déjà présents, est-ce que vous vous rappelez quelque chose de la dernière fois où on s'est parlé? C'était quand même il y a quoi, 4-5 semaines déjà? Est-ce que vous vous rappelez de quelque chose? Est-ce que ça vous a trotté dans la tête un petit peu ou est-ce qu'on recommence vraiment tout à zéro aujourd'hui pour cette présentation-là? Oh, Ben, je me souviens un peu, là, mais c'est sûr que c'est quand même compliqué. Fait que... Oui. Il ne faut pas s'inquiéter. Ceci dit, effectivement, je refais un petit retour sur ce qu'on a vu, mais c'est sûr que ça ne sera pas aussi en détail que ce que ça a été la dernière fois. Là, on va passer rapidement sur les concepts pour sauter là, dans la programmation en tant que telle. Là. Ouais, c'est parfait. Dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit moi, je m'en souviens bien. Alors, Ah, c'est bon ça. Bon, je m'en souviens. Bonjour Doris. Allô? C'est Jean-François. Bon, regarde. 3 enseignants, 4 étudiants. Et on enregistre c'est toujours d'accord pour toi? Oui, absolument. Parce que... OK, Vincent, tu es en train de le faire sur ton compte. Ouais. Justement, je m'en allais te le demander parce que depuis un matin, ma connexion Internet est vraiment pas joyeuse. Moi, ça marque recording. Je sais que l'autre fois, c'est toi qui s'étais retrouvé à voir le vidéo. On verra là où il va se retrouver, je sais pas. Ouais. Mais non, mais là, écoute, je devrais être bonne pour te l'envoyer. Là. On a pratiqué la dernière fois. On y a rendu super bon. Ah. On est bon dans les vidéos maintenant. Il n'y a pas de problème. Ah, j'essaye. Bonjour à vous. J'ai eu des problèmes. Là. Petits problèmes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ouais, ben, avec plaisir, avec plaisir. J'ai bien hâte de vous présenter ça. Merci d'être là, de nous offrir ça. Là. OK, ben, c'est bon ça. Donc là, dans le fond, Doris aussi, tu es en maths. Vincent, de ton côté? Informatique. Informatique, oui, c'est vrai. C'est parfait, parfait. Ben, ça va être intéressant. J'ai hâte de vous présenter ça aujourd'hui. On va se rapprocher un peu plus du côté, évidemment, informatique, ça c'est certain. Puis le côté mathématique aussi, on va commencer à plonger dans la notation là, mathématique en quantique. Puis dans les documents que je vais vous transférer après la présentation d'aujourd'hui, vous allez voir, il y a une introduction plus étoffée à la partie mathématique. Ceci dit, si vous avez fait votre cours d'algèbre linéaire, c'est tout à fait à la portée. En fait, c'est de l'algèbre linéaire assez simple pour commencer en programmation quantique. C'est de la multiplication de matrices, mais des matrices souvent qui vont avoir que des 1 ou des -1 à différents endroits. Donc, ça reste somme toute assez simple. En tout cas, j'ai hâte de vous envoyer ça et d'avoir vos commentaires, là, autant du côté prof de maths que du côté étudiant là, par rapport à cette matière-là qu'on ne couvrira pas dans le cours d'aujourd'hui. On va vraiment se concentrer sur programmation, mais quand même, ça va vous donner une possibilité de fouiller un peu plus loin, là, autant du côté des profs que des étudiants, là, si ça vous intéresse d'en apprendre plus côté maths là, par la suite. C'est bon, bien ça. Parmi les étudiants, il y en a présentement qui sont en 3e session, dans ceux qui sont connectés, mais il y a aussi des premières sessions. Fait qu'eux autres, ils vont peut-être avoir juste un petit teaser de ce qui s'en vient. De ce qui s'en vient, oui, absolument. Ceci dit, on n'entrera pas dans des mathématiques très compliquées. Vous allez voir aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Là. Il y a pas, si Pythagore ne vous fait pas peur, ça devrait être bon là, pour, Il devrait être pas pire. pour ce qu'on va voir. Parfait, ça. Est-ce qu'on commence ça? Puis s'il y en a qui se joignent à nous puis qui veulent réécouter le début, ils pourront y aller avec la vidéo. La vidéo, oui. Oui, c'est ça, parce que je crois qu'en fait, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Oh, on voudrait voir la vidéo » parce que là, présentement, il y a des profs qui sont occupés à bien des choses puis des étudiants qui sont débordés. Mais ça va être populaire. Oui, bon, parfait. Allons-y dans ce cas-là. Plongeons maintenant. Donc, content de vous voir tout le monde pour ce deuxième atelier qui est maintenant introduction à la programmation quantique. Donc, on avait introduction à l'ordinateur quantique la dernière fois. Donc, si vous écoutez cette vidéo-là et que vous n'avez pas vu l'introduction, je vous invite définitivement à l'écouter la première heure, donc l'atelier qui était sur l'ordinateur quantique, parce qu'on va revoir aujourd'hui les concepts, mais très rapidement, en quelques minutes, là, je reviens sur le premier atelier et puis on se plonge là, dans la programmation quantique plus directement. Donc, l'objectif aujourd'hui,
je vous en avais parlé la dernière fois, la téléportation quantique. Donc, on veut se rendre à écrire l'algorithme qui va modéliser la téléportation quantique. On reviendra sur tous les détails dans la dernière portion. Donc, c'est notre objectif aujourd'hui. Donc, pour arriver là, bien évidemment, on va faire ça une étape à la fois. Puis, on va aller voir comment est-ce de quoi on a besoin là, pour s'y rendre. Donc, première étape, on va faire un retour sur le premier atelier. Puis ensuite de ça, on continuera là, avec les 5 autres parties qui sont présentées. Donc, retour sur le premier atelier. Alors, on avait commencé le premier atelier en parlant des bits classiques, donc des 0, des 1 qu'on pouvait représenter par les interrupteurs, donc fermés ou ouverts. Mais on disait vraiment, l'ordinateur classique actuel est basé sur cette notion-là de oui ou non, de 0 ou de 1. Et on avait aussi vu que pour l'ordinateur quantique, c'est le quantum bit ou le qubit qui est à la base de l'ordinateur quantique. Et ce quantum bit-là, on a vu que, ben oui, effectivement, il peut être dans un état 0, il peut être dans un état 1, qu'on va noter de la façon suivante. Donc, dans un ket, donc une barre verticale avec un crochet, ça s'appelle un ket. Et on a une étiquette ici de 0 ou une étiquette de 1. Puis quand je dis étiquette, c'est vraiment ça. Hein? Donc, ce n'est pas une multiplication par 0, par exemple, ou une multiplication par 1. Ce n'est pas l'équivalent d'une parenthèse en mathématiques. C'est vraiment une étiquette. On aurait pu dire oui ou non. On aurait pu dire bleu et vert. On aurait pu utiliser d'autres notations. Mais bon, par simplicité, je vous dirais, on y va avec 0 et 1 en notation avec le ket ici. Et on a vu la dernière fois qu'on pouvait passer d'un état à un autre. On avait dit, dans le cas d'un atome, c'est par exemple un électron qui va passer d'une orbitale à une autre et c'est ce qui va représenter donc notre 0 ou notre 1. Aujourd'hui, on ne retourne pas du côté de l'atome, on va vraiment rester avec le qubit et on va parler d'état 0 et d'état 1. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on avait dit, si on envoie de la lumière, donc dans le cas de l'atome, on est capable d'envoyer donc notre électron d'un état à un autre. Ce que ça veut dire ici, c'est qu'on va manipuler l'état de notre électron, on va manipuler l'état de notre qubit. Et aujourd'hui, la notation, le mot qu'on va utiliser pour cette manipulation-là, c'est le mot porte. Donc, on va appliquer des portes sur les qubits et les portes vont nous permettre de faire des opérations ensuite de ça là, en programmation quantique. Donc, on se plonge là, dans les portes dans quelques minutes. Dans les notions super importantes en quantique, enfin en programmation quantique, qui sont très différentes du classique. On avait dit, il y a la superposition. Hein. On est capable d'avoir à la fois un qubit qui va être dans un état 0 et dans un état 1, avec une certaine probabilité d'obtenir un ou d'obtenir l'autre. Puis ce qu'on avait dit, c'est au moment où on va mesurer notre qubit, bien là, ça ne sera plus 50-50, ça va devenir un ou l'autre. Mais si on a 0, ça va être 0 puis ça va rester 0. Si on a 1, ça va être 1 puis ça va rester 1. Après, une fois qu'on a eu 0 ou une fois qu'on a eu 1, si on mesure et qu'on remesure, on va toujours avoir la même chose. Mais si au départ, on avait un qubit qui était superposé, bien à ce moment-là, on a une probabilité d'obtenir un ou d'obtenir l'autre, mais on n'a aucun moyen de savoir est-ce que ça sera 0 ou est-ce que ça sera 1 qui sera la réponse au final. Maintenant, on avait parlé de parallélisme, donc on avait dit les calculs se font en parallèle dans un ordinateur quantique et on aura des façons de favoriser une meilleure solution, donc avec des stratégies comme l'interférence, mais dans un ordinateur quantique, les calculs se font en parallèle. Et on avait dit l'autre élément très important en quantique, c'est l'intrication, donc prendre deux qubits et faire en sorte qu'on les attache, entre guillemets ici, là, on les attache ensemble. Et si on mesure un premier qubit, par exemple, dans l'état 0, on sait qu'instantanément, le deuxième qubit se retrouve aussi dans l'état 0. À l'inverse, si on mesure le premier dans l'état 1, on sait que le deuxième, quand on va le mesurer, va être dans l'état 1. Donc, instantanément. Quand ils sont intriqués, s'ils ne sont pas intriqués, évidemment, c'est aléatoire pour un, aléatoire pour l'autre, s'ils sont en superposition. Mais s'ils sont intriqués, c'est ce qu'on observe. Donc, c'est les notions qu'on a vues dans le premier atelier. Comme je vous dis, je ne retournerai pas plus en détail dans l'explication, mais aujourd'hui, on revoit tout ça et on va modéliser ça. Enfin, on va utiliser ces notions-là pour l'ordinateur quantique. Le Circuit Composer, ça va être notre outil à tous aujourd'hui. Donc, j'imagine que vous vous êtes tous créé un compte sur le IBM Q Experience. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave, n'allez pas vous en créer un en parallèle là, de l'atelier. Vous pouvez aller sur le IBM Q Experience et vous pouvez avoir accès au Circuit Composer. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas enregistrer vos résultats. Donc, c'est un peu embêtant pour ça, mais ce n'est pas grave. Si jamais c'est le cas, faites les exercices aujourd'hui, puis vous aurez le loisir de vous créer un compte par la suite.
Si vous avez un compte, c'est plus facile. Comme je vous dis, vous allez pouvoir enregistrer vos circuits, vos algorithmes, et puis vous allez pouvoir y revenir par la suite. Donc là, aujourd'hui, moi, je vais alterner vraiment entre deux fenêtres. Ça ici, c'est ma présentation Keynote, puis je vais moi aussi aller sur le IBMQ Experience. Donc, je vous propose encore là d'avoir deux écrans. J'imagine que vous êtes habitués, là, surtout en informatique, d'avoir justement là, un écran où vous voyez la présentation, puis un écran où vous êtes vous-même en train de travailler. Donc, je vous propose d'avoir deux écrans, ma présentation d'un côté et ou un écran évidemment là, séparé en deux. Puis de l'autre côté, vous de rester sur le IBMQ Experience. Quand vous vous loguez sur le IBMQ Experience, ça a l'air de ça ici. Vous avez sur la droite, entre autres, les différents ordinateurs quantiques. Donc, vous n'avez pas les mêmes que moi. Bon, comme moi, je suis à l'intérieur du hub de programmation quantique, le d'IBMQ à Sherbrooke. Bien, évidemment, on a accès aux grosses machines. Donc, c'est pour ça que vous, sur vos ordinateurs, là, vous ne verrez pas IBMQ Manhattan de 65 qubits. Ça, c'est le gros ordinateur. C'est le plus gros actuellement là, de IBM. Et ceci dit, ce que vous avez, c'est quand même la liste des ordinateurs auxquels vous avez accès. Ça vous donne le nombre de qubits. Ça vous dit combien il y a de jobs en file d'attente. Donc, cet après-midi, je vous dirais, même ce matin, il y avait énormément de monde là, sur les ordinateurs quantiques. Vous voyez, celui est à 174, 143. Souvent, on voit plus des chiffres comme 10, 40, 50, mais dans les centaines, là, aujourd'hui, il y a l'air d'y avoir pas mal de monde. Puis une des raisons, en fait, vous le voyez peut-être ici, c'est écrit Dedicated Use. Ça veut dire qu'il y a des gens dans des hubs, parce qu'il y a 14 hubs là, comme le nôtre là, dans le monde. Il y a des gens qui ont réservé du temps de calcul, donc du temps dédié pour des groupes de recherche en particulier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, moi, même si j'envoie un code à Bogota ici, il va le passer, mais juste quand la priorité d'attente va avoir été passée de on ne sait pas qui à travers le monde. Donc, il y a beaucoup d'ordinateurs qui sont utilisés en temps dédié, ce qui fait que les autres là, sont surutilisés. Là. Ah, ben voyez un 18 ici, c'est pas si mal. Là. Athènes, il n'y a pas trop d'attente si on lance sur celui-là. Mais bon, on y reviendra. Donc, ça, c'est l'interface de départ. Puis, je ne vous ai pas dit, c'est vrai, QV ici, c'est Quantum Volume. Dans le fond, ce n'est pas tous les qubits qui vont dans la vie, au sens où ça prend aussi des bons qubits. Je vous en disais la dernière fois, le hardware n'est pas nécessairement rendu parfait. On espère qu'il va continuer de s'améliorer. Une façon de mesurer la puissance d'un ordinateur quantique, c'est en quantum volume. Il n'y a pas d'unité, donc c'est quantum volume de 32 par exemple. Donc que ce soit 65 qubits ou que ce soit 27, ici vous voyez que Manhattan et Montréal ont le même quantum volume de 32. Donc c'est pas, un n'est pas meilleur que l'autre en termes de puissance, mais évidemment lui a plus de qubits que celui-là. Et bon, vous avez, c'est ça, le volume quantique de 32, là, il y en a plusieurs qui ont ce volume-là, même un 5 qubits ici, là, Bogota. Et vous avez, bon, il y en a d'autres qui sont plus petits, là, quantum volume de 16 ici, 8. Donc, ce sont des plus petites machines. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, on ne va pas vraiment voir toutes les pages là, du IBMQ Experience. On va vraiment se concentrer sur quelques-unes. La prochaine où je veux vous amener, oui, c'est le Circuit Composer ici. Donc, vous voyez cette icône-là avec le petit carré, le cercle ici. Les deux lignes sont attachées ensemble. On va aller sur le Circuit Composer. Donc, on va passer, je vous dirais, la majorité de notre temps là, sur cette page-ci quand on va faire la programmation en tant que telle. Donc, c'est vraiment la page qu'on va utiliser le plus. Si je vous présente, donc, qu'est-ce que c'est? Bien, si vous avez votre compte, que vous êtes logué, vous pouvez déjà aller donner un titre au circuit qu'on va fabriquer aujourd'hui. Donc, on peut y aller avec démo Lionel Groux. Tiens donc. Donc, appelez-le comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc, ça vous donne déjà un premier circuit. Si jamais vous décidez d'y retourner plus tard, bien, vous pourrez y retourner là, dans la liste de vos circuits. Là, vous allez être capable de le retrouver. Puis, si vous en faites plusieurs, bien, vous les nommez et ils vont tous être sauvegardés sur votre compte. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant dans bon, le Composer, c'est ça ici, hein, c'est les lignes donc Q0, Q1, Q2. On nomme toujours nos qubits en commençant par Q0. Ensuite de ça, on va à Q1, Q2. Donc, quand on a 3 qubits, c'est Q0, Q1, Q2. Donc, il ne faut pas se tromper, toujours le 0 qui est en premier. Et le Circuit Composer, ce qu'on va faire pour l'utiliser, c'est de faire du drag and drop de portes. Donc, les portes que vous avez, c'est les portes qui sont en haut ici. Donc, par exemple, la porte H, on va la voir aujourd'hui.
la porte note, on va la voir aujourd'hui. Donc, on pourrait, on peut continuer comme ça là, à mettre des portes. Donc, c'est la façon qu'on va programmer aujourd'hui. Donc, on n'ira pas dans le code en tant que tel. On va vraiment y aller avec la succession de portes de cette façon-là. Et c'est ce qui va être le plus simple pour nous aujourd'hui. Donc, vous voyez, j'ai ajouté des portes. Si jamais je veux les enlever maintenant, je peux cliquer sur chacune, faire supprimer et simplement, ça les enlève. Donc, c'est la façon d'enlever des portes. Si je veux plus de qubits, donc plus de lignes à ma portée ici, je peux les ajouter avec le plus. Si je veux en enlever, je peux simplement caler sur la poubelle là, qui apparaît sur un qubit et à ce moment-là, on en ajoute, on en enlève. L'idée, je vous dirais, c'est d'y aller avec le nombre dont on a besoin. Sinon, ça fait juste embourber les résultats quand il y en a trop. Donc, bon, j'ai laissé juste Q0. On va commencer avec un seul qubit là, dans les prochaines minutes avec les premières portes. Donc, je vous invite là, à garder un seul qubit 0 ici. Les deux histogrammes un peu plus bas ici sur l'écran, on y revient dans quelques minutes. Pour l'instant, on va les laisser là. Et la partie sur la droite aussi, on va y revenir dans quelques minutes. Donc, pour l'instant, on a vu donc comment nommer notre circuit, puis le composer, de quoi ça peut avoir l'air. Peut-être pour compléter ça, les portes, si vous voulez savoir qu'est-ce que chacune fait, on va en voir plusieurs aujourd'hui, on va en voir 4 en fait, on va en voir 5 aujourd'hui. Si vous voulez voir, si vous voulez avoir les détails de chacune de ces portes-là, vous pouvez venir ici, donc dans les 3 points de suspension à la verticale, aller dans le Open Glossary et à ce moment-là, vous avez le glossaire des portes. Si vous cliquez sur ça, vous allez avoir donc la description de chacune des portes qui va vous être expliquée. Donc, on voit que nos portes, on va dire classiques, mais évidemment, on comprend que classique ici, c'est des portes classiques en quantique, là, sont en bleu marine. Des portes de phase sont en bleu pâle. Ensuite de ça, les portes en grise ici ne sont pas quantiques en tant que telles, donc on va voir pourquoi tout à l'heure. Bon, la porte Hadamard, puis bon, des portes qui sont quantiques ici, là, qui sont considérées quantiques là, dans leur fondement qui sont ici. Pour avoir le détail, donc, par exemple, la porte note, on va commencer avec celle-là aujourd'hui, ben, vous avez la description de cette porte-là. Je vais y aller avec une description qui va être plus simple que ça. Ici, vous avez beaucoup de détails. On n'ira pas dans autant de détails que ça, mais ça vous donne quand même la possibilité là, pour chacune des portes d'aller voir qu'est-ce qu'elle fait. Ceci dit, dans le document que je vais vous envoyer, vous allez avoir une grille qui va résumer les principales portes en français et vous allez avoir donc même les matrices associées. Là, je vous parlais de matrices tout à l'heure. Donc, vous aurez de l'information, je vous dirais, là, plus ciblée pour vous dans le document que je vais vous envoyer. Mais bon, ça vous donne quand même ici dans les ressources de IBM sur le IBM Q Experience, ça vous donne quand même une idée de ce que c'est. Alors, là, j'ai fermé ma fenêtre pour revenir au Composer. Et là, rapidement, je vais aller donc du côté de la présentation Keynote ici. On est rendu à parler de circuit à 1 qubit. Donc, vous allez voir, évidemment, 1 qubit, ce n'est pas beaucoup. On va commencer par quand même la base. Donc, on commence avec le circuit à 1 qubit et on va aller voir les 3 types de portes qui sont associées au circuit à 1 qubit. Donc, notre porte X, H et Z. Donc, on va aller voir plus en détail qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là. Avant de sauter dans les portes, je veux vous donner donc une idée de la notation mathématique qu'on utilise, qu'on appelle notation de Dirac. Quand je dis notation mathématique, même, il faut faire attention parce que les physiciens utilisent cette notation-là, qui n'est pas exactement la même, même dans la multiplication de matrices, tout ça, que les mathématiciens en algèbre linéaire. Mais bon, je vais vous présenter un peu de quoi ça peut avoir l'air. Donc, notation de Dirac. Ce qu'on va utiliser aujourd'hui, donc là, il y a beaucoup de choses qui viennent d'apparaître en même temps. Commençons par le côté gauche ici. Donc, on a notre qubit et on a, par exemple, une superposition entre 0 et 1. Donc, on ne connaît pas pour l'instant la probabilité de un ou de l'autre. Ce n'est pas important. Je vous dirais, ce que je veux vous expliquer, c'est ici, si c'est notre fonction d'onde. Donc, vous pourriez faire un parallèle avec une onde électromagnétique ou une onde sur l'eau ou une onde sonore. Donc, c'est vraiment une onde. Et notre fonction d'onde ici va décrire comment notre qubit va se comporter. Mais bon, ce n'est pas une onde sinusoïdale, par exemple, comme la lumière. Ici, on va être à une onde qui va être différente, qui va être décrite différemment. On a alpha qui est l'amplitude d'obtenir l'état zéro.
et on a bêta qui est l'amplitude d'obtenir l'état 1. Donc, on va avoir un chiffre devant 0, un chiffre devant 1. Ce n'est pas directement la probabilité. Donc, je ne vous ai pas dit probabilité ici d'obtenir un ou l'autre, je vous ai dit amplitude. Et la raison est la suivante, en fait. En parallèle, si vous avez fait votre cours d'ondes et physique moderne, vous avez vu que l'amplitude d'une onde, pour connaître son intensité, il faut la prendre au carré. Bien, ici, je vous dirais, le parallèle est assez simple à faire. Pour partir de l'amplitude devant l'état 0 et avoir sa probabilité, bien, il faut simplement mettre alpha au carré ici. Donc, la probabilité d'obtenir l'état 0, c'est alpha au carré. La probabilité d'obtenir 1, c'est bêta au carré. Et évidemment, bon, tantôt, je vous parlais de Pythagore, on pourrait le résumer par un triangle ici. Mais évidemment, si on dit on a 50 de chance de trouver un, 50 de chance de trouver l'autre, par exemple, bien 50 plus 50 ça donne 100 ou ça donne 1 ici. Et c'est évidemment une condition. Si on mesure, bien, on veut arriver à 100 pour notre possibilité totale. Donc, dans le fond, ce qui est important de se rappeler ici, c'est que chaque amplitude au carré, la somme de chaque amplitude au carré doit être égale à 1, simplement. Donc, c'est peut-être la première fois que vous voyez une notation comme celle-là, mais comme je vous dis, il ne faut pas en avoir peur plus que ça. C'est somme toute assez simple ce qui est écrit ici. On va l'utiliser abondamment aujourd'hui, donc ça va rester, je vous dirais, pas plus compliqué que ça. On va rester vraiment avec le concept d'une amplitude devant chaque état. Et la somme des carrés des amplitudes doit donner 1. Donc, c'est vraiment les deux lois auxquelles on va observer aujourd'hui. Alors, des exemples, on pourrait avoir, par exemple, notre fonction d'onde qui dit une amplitude de 1 pour l'état 0, une amplitude de 0 pour l'état 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, si on met 1 au carré, on a 1. Ça veut dire que dans ce cas-ci, on aurait 100 de chance de trouver 0. C'est simplement ça. Donc, c'est plus compliqué que ça pour cet exemple-ci. Un autre exemple, ce serait de dire, OK, on a 1 sur racine de 2 comme amplitude pour l'état 0, 1 sur racine de 2 comme amplitude pour l'état 1. Si on met 1 sur racine de 2 au carré, bien évidemment, ça devient 1 sur 2. Donc, une chance sur 2 d'obtenir 0. Au carré, ça serait une chance sur 2 d'obtenir 1. Donc, pas plus compliqué que ça encore là. La somme des carrés donne 1 ou donne 100 et fait à noter, évidemment, on pourrait avoir une amplitude négative. Aujourd'hui, les amplitudes négatives vont être en rouge, les amplitudes positives vont être en bleu. Mais évidemment, si on met au carré 1 sur racine de 2, donc on a 1 sur 2. Mais si on met au carré moins 1 sur racine de 2, on a aussi 1 sur 2, puisqu'évidemment, le carré ici va faire disparaître le négatif. Donc, à ce moment-là, on a encore notre règle qui dit que la somme des carrés des amplitudes donne 1. Bien, c'est une règle qui est respectée dans le cas ici, même avec une amplitude négative. Donc, on va utiliser les amplitudes négatives aujourd'hui. Donc, ça ici, c'était l'état. Maintenant, on va commencer par la porte X. Avant de vous la présenter de façon théorique, je veux vous amener sur le Circuit Composer et on va aller voir qu'est-ce que ça dit, la porte X. Alors, porte X, c'est celle-ci, donc la NOT gate, donc ou porte non. Donc, la NOT gate ici, on peut aller la mettre sur notre qubit 0. Et au moment où on met la porte X ou la porte NOT, c'est vraiment la même chose, sur le qubit 0, on a vu que nos graphiques ici, il y en a ils ont changé. Si je l'enlève, vous allez voir. Donc, si je mesure mon qubit 0 à ce moment-ci, j'ai mon graphique ici, mon histogramme des probabilités. Mesure des probabilités, bien évidemment, j'ai 100 de chance de trouver 0, comme vous voyez ici, si je vais sur la bande de mon histogramme qui est vis-à-vis 0, probabilité de 100 Donc, tous les qubits en partant dans mon composer sont à 0. C'est ensuite de ça qu'ils vont changer d'état, mais en partant, ils sont toujours à 0. Le state vector ici, en fait, c'est l'amplitude qui est devant notre état. Donc, dans l'équation que je vous montrais tout à l'heure, l'amplitude ici, dans ce cas-ci, on a eu une amplitude de 1 pour l'état 0. Et au moment où je viens mettre ma porte X sur le qubit 0, évidemment, tout ça change, c'est-à-dire que j'ai 100 de chance de trouver 1. Et l'amplitude, si je la regarde, j'ai une amplitude de 1 pour l'état 1 et j'ai évidemment une amplitude de 0 ici pour l'état 0. Donc, rien de très sorcier ici, mais vous allez voir, c'est important pour la suite des choses parce qu'on va utiliser beaucoup la porte X, donc voir que ça change, dans le fond, l'état d'un qubit pour son inverse. Donc, ça passe de 0 à 1 ou ça passe de 1 à 0. Alors, ça, c'est pour la porte X. Et
je vais vous montrer tout de suite une autre porte. Je vous disais tantôt qu'il n'est pas une porte quantique. En gris ici, hein, c'est pas des éléments qui sont quantiques. La mesure, donc si on décidait de mesurer notre qubit, il faut absolument aller mettre mesure. Si on ne met pas l'icône de mesure ici, on ne pourra pas lancer nos circuits sur les ordinateurs quantiques. Et qu'est-ce qui se passe ici? On voit qu'il y a une flèche qui nous pointe vers la double ligne C ici. Ça ici, c'est le registre classique. En registre classique, on a un bit classique et c'est pour dire que dans le fond, notre mesure, on va effondrer notre système, hein, notre système qui était quantique. Au moment de la mesure, on fait en sorte qu'il s'effondre et l'effondrement va nous donner la possibilité de mesurer soit 0, soit 1 et cette information-là de 0 ou de 1 va être ensuite de ça enregistrée dans le registre classique ici qui est noté là, par la double ligne qui est en bas ici. OK. On n'utilisera pas tout de suite la mesure plus loin que ça, comme on lancera un premier calcul avec la prochaine porte. Laissez-moi retourner à la présentation. Donc, porte X. Je vous disais, on part notre qubit avec un état de 0. Et au moment où on applique la porte X, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'état du qubit passe de 0 à 1. Et, fait intéressant, si on applique à nouveau la porte X, je dis intéressant, mais en même temps, non, vous ne serez probablement pas surpris de savoir que, évidemment, si on applique la porte X à l'état 1, on se retrouve à nouveau dans l'état 0. En fait, laissez-moi revenir sur le composer. Ça veut dire qu'ici, on est à 1 actuellement, là, on le voit, donc 100% de probabilité de trouver 1. Si on applique une deuxième porte X, on a 100% de probabilité de trouver 0 à nouveau. Donc, rien de très surprenant ici, mais c'est une des caractéristiques de la porte X. Mathématiquement, ce que ça va nous donner, dans le premier cas ici, on avait une amplitude de 1 pour l'état 0. Ensuite de ça, on inverse l'amplitude de l'état 1 et de l'état 0. Donc ici, on a changé, dans le fond, nos amplitudes de côté. On est rendu avec 1 comme amplitude pour l'état 1. Et en réappliquant la porte X, on rechange nos amplitudes. Donc, on avait appelé alpha et bêta. On les rechange ici pour réobtenir une amplitude de 1 devant l'état 0 et de 0 devant l'état 1. Je vous rappelle que ça ici, ce n'est pas une parenthèse qui multiplie par 0. Donc, c'est vraiment juste une étiquette. Encore une fois, on l'appelle 0, on l'appelle 1, mais ça aurait pu être n'importe quoi ici. Donc, ça, c'est vraiment pas une multiplication, ni dans un cas, ni dans l'autre ici. Donc, ça, c'est vraiment très, très important là, de ne pas louper ce morceau-là. Donc, ça, c'était la porte X. Maintenant, allons-y avec la porte H, la porte Hadamard. Là, on commence, je vous dirais, à sauter dans la matière qui est pas mal plus intéressante, puis on sera définitivement plus quantique. Alors, je vous invite à enlever tout ce que vous pouvez avoir sur le qubit 0. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre une porte Hadamard sur le qubit 0. Et là, on va voir qu'est-ce qui se passe sur notre qubit. Alors, la porte Hadamard, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met en superposition d'états notre qubit qui était dans l'état 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de mettre en superposition d'états? On l'a vu la dernière fois, puis dans ce cas-ci, ça va être 50% là, de chance d'obtenir 0 ou 1. Donc, en mettant la porte Hadamard, si on va regarder nos probabilités de mesure, on se rend compte qu'on a 50% de chance de trouver 0, 50% de chance de trouver 1 comme état. Et si on regarde l'amplitude de nos états, on a une amplitude de 0,707. Qu'est-ce que c'est 0,707? C'est 1 sur racine de 2. Donc, on a 1 sur racine de 2 ici comme amplitude pour 0. Même chose, 1 sur racine de 2 comme amplitude pour 1. Donc, toujours amplitude de 0,707. Alors, la porte Hadamard met en superposition. Maintenant, là, on va aller s'amuser avec les ordinateurs quantiques. Comme je vous disais, si on veut lancer un premier code, il faut absolument mesurer. Donc, on va aller mettre l'icône de mesure sur notre qubit 0. Le résultat va être envoyé vers le registre classique ici. Maintenant, pour envoyer un calcul, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de la partie ici en haut à droite de notre écran. Alors, on va aller dans Run Settings pour voir un peu qu'est-ce qu'on va vouloir envoyer. Donc, Run Settings ici va vous permettre de déterminer plusieurs choses. Première des choses, le back-end. On peut, quand vous cliquez sur Back-end, ça va vous donner les différents ordinateurs quantiques qui sont disponibles. Comme je vous disais, là, on n'a pas nécessairement exactement la même liste, mais ça, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le simulateur parce que c'est de loin là où vous allez avoir les résultats les plus rapides.
quand vous serez rendu par vous-même ce soir à la maison en fin de semaine, si ça vous tente de lancer ça sur les vrais ordis, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais comme ça peut prendre plusieurs minutes, dépendamment, là, on a vu s'il y a 100 jobs là, en file d'attente, ça peut prendre, je dirais, une demi-heure avant de recevoir les résultats. Donc, à ce moment-là, on ne fera pas ça ici aujourd'hui en live. Le simulateur, c'est quasiment instantané. Donc, allons-y avec le simulateur. Puis, ceci dit, à la fin, le dernier algo qu'on fera, là, je l'enverrai sur un ordi quantique, puis on verra les résultats. Ça reste intéressant, je pourrais vous les commenter d'ailleurs. Provider, vous, ce que vous avez, c'est Open Main. Donc, on y va avec Open Main. Ensuite de ça, le nombre de shots. On peut déterminer le nombre de fois où notre circuit va être répété. Et ce que je vous propose cette fois-ci, c'est d'y aller avec 1. Donc, je vais juste sélectionner cette partie-là ici. On va y aller avec une fois. Donc, je vous propose de mettre 1 ici comme nombre de shots. On ne pourrait pas envoyer plus que 5 jobs en même temps, 5 algos différents là, en même temps. C'est notre limite quand on est sur le Open, sur la version gratuite. Et ce que je vous invite à faire maintenant, simplement, c'est de cliquer sur le bouton bleu ici qui dit qu'on va envoyer notre circuit sur le simulateur. Et là, je vous demanderai d'aller dans le chat et de me dire qu'est-ce que vous avez eu comme résultat? Donc, là, je ne l'ouvrirai pas parce que je ne veux pas que vous voyez qu'est-ce que moi j'ai eu comme résultat. Donc, vous venez peser sur Completed ici, là, vous avez fait sur votre job, vous allez avoir une page qui va apparaître et en dessous de l'histogramme bleu, je vais vous demander de me dire le chiffre que vous avez obtenu. Est-ce que c'est 0 ou est-ce que c'est 1? Évidemment, ça ne sera pas autre chose que 0 ou 1 puisqu'on ne peut pas mesurer un qubit qui serait en superposition avec 50 par exemple. Ça ne se peut pas. Donc, c'est vraiment 1 ou 0 que vous allez obtenir avec la mesure. Alors, dites-moi, donc, on a 3 personnes qui ont répondu. Pour l'instant, on a 2, 1, on a une fois 0. Donc, j'attends vos résultats aux autres. Un autre 1, donc on a 3, 1, une fois 0 pour l'instant. Un autre 1 qui vient de s'ajouter. Donc, le 1 est populaire aujourd'hui. Mais Nathan, inquiète-toi pas avec ton 0. Oh, Vincent a eu 0 aussi. Donc, on est rendu, je dirais, à 4, 1 et 2, 0, si je ne me trompe pas. Un autre 0, donc 4, 3. Ben, écoutez, 4-3, c'est quand même pas mal. On est proche du 50-50. En l'envoyant une seule fois, bien, évidemment, c'est ça, vous allez obtenir soit 1, soit 0. Et bien, ça va être avec 50 de chance, 1 ou 50 de chance l'autre. On l'a vu ici, hein, quand on met une porte Hadamard seulement, notre probabilité de mesure, c'est vraiment 50-50. Donc, plus on va le rouler souvent, normalement plus proche de 50 on va être. Donc, si on le roule juste une fois, le circuit, bien, ça va être un ou ça va être l'autre. Donc, on n'aura peut-être pas une bonne mesure de ce que notre circuit va donner. Mais ce que je vous propose cette fois-ci, c'est on va le recommencer peut-être avec 1000 fois. Si vous le lancez 1000 fois, ce même circuit-là, vous allez sur le simulateur, vous lancez le travail. Et à ce moment-là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ça, c'est assez rapide. Vous voyez, il l'a créé, il l'a validé. Et là, il est en train de le rouler, en tout cas sur mon ordinateur. C'est terminé. Le calcul est revenu. Avec 1000 fois de mon côté, comme vous pouvez voir maintenant. Moi, j'ai eu 0,51, je m'excuse, 52,1 des fois. J'ai eu 47,9 des fois. Donc, c'est pas pile 50-50 parce que c'est les variations statistiques de ce côté-là qui vont s'appliquer. C'est normal. Donc, on n'aura jamais pile 50 comme si c'était un système qui est parfait, mais on va s'en approcher. Donc, quand on voit un résultat comme celui-là, on peut se dire, ah ben oui, probablement que c'est effectivement proche de 50. Je vois les résultats de ceux qui l'ont publié là, dans le chat. On reste quand même proche là, de 50-50. Pour l'instant, c'est moi qui ai la plus grande variance par rapport aux deux autres qu'on voit, mais ça reste que c'est très, très près. Donc, vous voyez un peu là, ce que ça peut donner comme résultat. Ça, c'est sur le simulateur. Puis, on verra tout à l'heure sur un vrai ordinateur quantique, qu'est-ce que ça peut donner. Il va y avoir un peu plus de bruit que ça. Je peux tout de suite vous le prédire là, dans les résultats. Mais bon, ça vous donne déjà là, une bonne idée là, de ce que c'est. Donc, on a lancé nos premiers circuits à l'instant. Maintenant, on reviendra un peu plus tard là, à cette portion-là. Moi, ici, est-ce que je suis capable de me faire un peu de place? J'aurais aimé ça. Bon, il ne veut pas. OK, c'est pas grave.
OK, alors ça, c'était la porte Hadamard. Et bon, avant de revenir à la présentation, laissez-moi vous présenter un autre élément de la porte Hadamard qui est vraiment intéressant. C'est si on met une deuxième porte Hadamard juste ici sur notre système, qu'est-ce qui se passe? On a le système qui va revenir dans l'état 0. Alors, mettre une deuxième porte Hadamard, ça fait en sorte qu'on part de notre superposition et on a un retour à l'état initial qui était un état de 0. Et quand je vous disais ça ici, là, c'est super intéressant. En fait, c'est que c'est fondamental. C'est fondamental en programmation quantique parce que vous vous rappelez, hein, on a dit, on prend notre électron, par exemple, la dernière fois, on le met en superposition entre deux niveaux d'énergie. Bien, on est capable de retourner à ce niveau-là et la mesure n'a pas été prise. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en mettant une porte Hadamard, ce n'est pas comme s'il y avait déjà dans le système eu une décision que ça va être 0 ou ça va être 1, mais je ne fais juste pas vous le dire. Non, ce n'est pas ça qui se passe. C'est vraiment une superposition. Et la preuve qu'on a, c'est en mettant une deuxième porte Hadamard ici, on retourne à l'état d'origine. Si la décision, entre guillemets, avait déjà été prise par le système, que c'était 1 ou 0, mais juste sans nous le dire, bien, en mettant une deuxième porte Hadamard, en fait, ça aurait repris le 0, ça l'aurait mis en superposition, c'est-à-dire 1 et 0, ça aurait pris le 1, ça aurait fait la même chose, mais dans le fond, on aurait eu 50 de chance de 1 ou 50 de chance de l'autre. En retrouvant notre état d'origine avec une deuxième porte Hadamard, ça veut dire qu'on a un système qui était réellement en superposition, donc il n'y avait pas de décision du système qui était prise. On est capable de retourner dans notre état d'origine en mettant une deuxième porte Hadamard. Et ça, écoutez, c'est peut-être pas facile à comprendre ce que je viens de vous dire, mais ça reste fondamental dans le pourquoi le quantique est si différent du classique et ça va être une de ses forces, en fait, au quantique, de mettre en superposition les différents états. Si je vous explique tout ça de façon mathématique maintenant, donc la représentation théorique ici, on a au départ notre qubit qui est dans l'état 0. En mettant une porte Hadamard, on va en superposition d'état entre l'état 0 et l'état 1. Et ce que je viens de vous dire, c'est en mettant une deuxième porte Hadamard, on retourne dans notre état d'origine qui est l'état 0. Mathématiquement, ça a l'air de ça ici. Donc, au départ, on avait une amplitude de 1 sur notre état 0 et de 0 sur notre état 1. En mettant la porte Hadamard, on l'a vu tantôt sur l'histogramme du state vector, on a 1 sur racine de 2 comme amplitude, donc c'était 0,707, 0,707 comme amplitude pour 1 aussi. Et en remettant la porte Hadamard, donc on retourne à 1 d'amplitude pour l'état 0 et 0 d'amplitude pour l'état 1. Donc ça ici, c'est pour la porte Hadamard. Là, je vais prendre juste une minute. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce que je viens de vous raconter? Parce que je n'ai pas pris le temps, en fait, j'aurais dû le faire là, après la porte X du départ. Est-ce que vous avez des questions à ce point-ci? Parce que là, on commence à mettre plus de matière par-dessus. Donc, on est en train d'empiler nos blocs là, pour la compréhension là, de la programmation quantique. Quelqu'un avec une question? Ça semble clair? OK. Alors, on va continuer avec ça. Maintenant, bonne question pour vous. Qu'est-ce qui se passe si, au lieu de partir avec un état 0, on applique la porte Hadamard sur l'état 1? Bon, on va aller voir sur le composer avant de le voir théoriquement qu'est-ce que ça dit. Donc, dans le fond, ce que je suis en train de dire, ma question, c'est imaginez qu'on est dans l'état 1. Donc, on va prendre notre porte X pour avoir un état 1 ici. Et ensuite de ça, on applique une porte Hadamard. Donc, on met la porte Hadamard sur l'état 1 et non pas sur l'état 0. Sur le graphique des probabilités, il n'y a rien qui a changé par rapport au premier exemple quand c'était 0. C'est 50-50 les probabilités d'obtenir un ou d'obtenir l'autre. Par contre, sur l'histogramme du state vector, ici, on voit que l'état 1 est maintenant en rouge et l'état 0 est en bleu. Je vous rappelais peut-être tout à l'heure, je vous ai dit, en rouge, ça va être nos amplitudes négatives. Donc ici, en fait, on aurait aussi pu illustrer ce schéma-là avec une échelle négative, donc évidemment qui aurait été vers le bas ici, donc moins 0,2, moins 0,4, moins 0,6 jusqu'à moins 1. Et à ce moment-là, la bande ici aurait été vers le bas. Bon, pour simplicité, IBM a décidé de le programmer de cette façon-là, c'est-à-dire que tout apparaît du côté des positifs, mais
dans le fond, il y a une phase qui est impliquée dans ce cas-ci. Et on va dire on va avoir un déphasage de pi par rapport à notre premier état ici de 0. Donc ici, lui, il ne sera pas déphasé. On va introduire un déphasage de pi, dans le fond, qui est la moitié d'un cercle, si on veut, là, un angle qui est la moitié d'un cercle. C'est le déphasage qu'on va obtenir. Donc, on peut soit l'illustrer par une amplitude qui est négative, ou on peut aussi parler de déphasage dans ce cas-ci. Donc, on va parler, quand ça va être en bleu, qu'on est en phase, et on va être déphasé quand notre amplitude ici va être en rouge. Mais vous vous rappelez, pour la probabilité, ici, on n'aura que du bleu, évidemment, parce que quand on met au carré l'amplitude, évidemment, on obtient une valeur qui est positive. Donc, pour la probabilité de mesure, à ce moment-là, une valeur qui est positive. Et le graphique ici des probabilités de mesure sera toujours en bleu. Sur le state vector, ici, on pourra avoir et du bleu et du rouge. Puis on pourra voir qu'on peut avoir différentes bandes là, des deux couleurs. Donc, ça ici, c'est ce qui se passe quand on y va avec une porte Hadamard sur l'état 1 à l'origine. Et si on remet une deuxième porte Hadamard, qu'est-ce qu'on va faire? On va retrouver notre état d'origine qui était 1. Alors, on retourne à 100% de probabilité de mesurer 1 ou une amplitude de 1 ici sur notre état 1. Illustré théoriquement, c'est ce que ça va nous donner. Donc, si on met une porte Hadamard, on va avoir 1 avec un déphasage ici, mais une superposition quand même d'états entre 0 et 1. Quand on remet notre porte Hadamard, on retrouve notre état d'origine qui était 1. Et mathématiquement, donc, on part avec une amplitude qui était 1 pour l'état 1. Ensuite de ça, on a 1 sur racine de 2 pour 0, moins 1 sur racine de 2 pour l'état 1. Et on retourne à notre amplitude d'origine pour l'état 1 ici. Alors, ça, c'est la porte Hadamard, qui est notre porte pratique, je vous dirais, là, pour mettre en superposition. Donc, quand on veut faire une superposition sur un qubit, c'est la porte Hadamard, je vous dirais, là, qui est toute indiquée pour ça. Alors, si oui, on continue ici. Porte Z. Donc, c'est notre troisième porte sur un qubit. Porte Z, ben, on va aller voir qu'est-ce qu'elle fait. Donc, si on enlève tout ça ici et qu'on va mettre une porte Z, donc la porte Z qui est juste ici, je viens la mettre sur mon qubit 0. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Si j'en rajoute une deuxième, il ne se passe rien. Et là, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Les portes Z sur l'état 0 donne absolument rien, donc il n'y a aucun changement. Bon, ça, c'est ce qui se passe quand on est sur l'état 0. Maintenant, on va aller enlever ces portes Z-là et on va aller se poser la question, qu'est-ce qui se passe avec la porte Z si on l'applique sur l'état 1? Alors, pour aller chercher un état 1, vous vous rappelez, on va mettre une porte note sur le qubit 0. Et ensuite de ça, on applique notre porte Z. Alors, la porte Z, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, dans le fond, l'amplitude ici de notre état 1 a changé pour faire un déphasage de pi. Donc, c'est une amplitude de moins 1 maintenant. Donc, on a changé l'amplitude de l'état 1, mais on n'a évidemment pas changé sa probabilité. On reste avec une probabilité de 100% d'obtenir 1, mais on a déphasé l'amplitude de l'état 1 en mettant la porte Z. Si jamais on réapplique une porte Z, je pense que vous pouvez peut-être vous en douter, qu'est-ce qui va se passer? On va retourner dans l'état initial qui était 1 tout court, donc qui est en phase maintenant, donc il n'y a pas de déphasage là, par rapport au reste de notre système. Donc, si on y va pour la partie théorique ici, donc porte Z appliquée sur l'état 0, il ne se passe rien. On réapplique sur l'état 0, il ne se passe toujours rien. Et si on y va avec la notation, bien évidemment, on reste avec une amplitude de 1 pour l'état 0 dans tous les cas. Donc, la porte Z, encore une fois, ce qu'il faut se rappeler, si on l'applique sur l'état 0, il ne se passe rien. C'est vraiment sur l'état 1 où la porte Z va avoir un effet. Alors, si on y va avec l'illustration, si on a notre qubit qui est en l'état 1, on applique notre porte Z, ça change son amplitude, mais ça change le signe de son amplitude, mais ça ne changera pas la probabilité d'obtenir 1. Et même chose ici, ça change son amplitude si on réapplique une deuxième porte Z, mais sans changer la valeur de son amplitude, enfin la valeur absolue de son amplitude, sans changer évidemment la probabilité d'obtenir l'état 1 dans ces différentes situations-là.
Alors, ça, c'était la porte Z. Là, je vais reprendre une seconde. Est-ce qu'il y a des questions sur cette nouvelle porte-là qu'on vient de voir? C'est bon? OK. Alors, petit exercice pour vous. Donc, pouvez-vous créer ces états quantiques? Alors, on a vu plusieurs portes maintenant. Donc, je vous donne, je ne sais pas, 1 ou 2 minutes. Là, ça ne devrait pas être trop, trop long. Je vous demande de reproduire ces deux états-là. Donc, moi, je vais laisser ma fenêtre ouverte sur cette page-là. Vous, je vous invite à aller sur le Composer. Puis, quand vous aurez terminé, si vous voulez me mettre dans le chat là, que vous avez fini, juste en écrivant fini, comme ça, je saurai là, que vous y êtes arrivé. Puis, on pourra aller voir là, comment vous y êtes arrivé. Bon, donc je vois que plusieurs ont terminé. Ça fait que si on y va effectivement avec, juste aller faire l'explication ici. Ça reprend les différentes portes qu'on a vues depuis le début. Donc, on y va en superposition d'état avec la porte H, donc qui passe d'un état 0 à une superposition entre 0 et 1. Puis ensuite de ça, si on applique un Z, bien évidemment, le Z va s'appliquer juste sur la portion 1 et non pas sur la portion 0. Donc, c'est pour ça que sur le graphique ici, sur l'histogramme des amplitudes, il ne s'est rien passé sur l'amplitude de 0, mais on a changé l'amplitude de 1 ici par un signe négatif. On a eu un déphasage de pi. Et si jamais on veut envoyer ce déphasage-là à 0, on utilise la porte note parce que vous vous rappelez, dans le fond, la porte note, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait l'échange de la valeur des amplitudes entre les deux différents états. Donc, en échangeant l'état de un pour l'autre, à ce moment-là, c'est de cette façon-là qu'on va avoir le déphasage qui va être appliqué sur 0. Donc, on ne sera pas capable d'avoir notre déphasage directement avec la porte Z sur l'amplitude de 0, mais on est quand même capable d'avoir une amplitude déphasée pour 0 en utilisant le X à la fin ici là, dans notre calcul. Donc, voilà pour les portes à 1 qubit. Si je ne me trompe pas, on est rendu à notre circuit à 2 qubits. Et là, ce qu'on va voir, ça va être la porte 6 notes. Alors, porte 6 notes. Encore là, on va, je voudrais là, sauter dans le vif du sujet. Là, on continue de plonger de plus en plus loin là, dans la programmation quantique avec la 6 notes qui va nous permettre, vous allez voir, des trucs assez intéressants. En notation de Dirac, donc un état à 2 qubits, on va partir avec un premier qubit, un deuxième qubit. Et là, vous voyez, on les a mis en superposition ici. Si on les mesure, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a 4 possibilités. Comme ils ne sont pas intriqués, vous vous rappelez, l'intrication, c'est quand on va les attacher ensemble. Ça, on va le faire dans quelques instants. Mais pour l'instant, ils ne sont pas attachés. Donc, nos 2 qubits sont indépendants, mais les deux sont en superposition. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on va mesurer un, on va mesurer l'autre. On pourra trouver 0,0, on pourra trouver 0,1, on pourra trouver
un 0 et on pourra trouver un 1. Donc, les 4 possibilités existent. Donc, quand on a 2 qubits, il y a 4 possibilités de mesure là, à partir du moment où ils sont superposés, mais qui ne sont pas intriqués. Alors, si on y va avec la notation de Dirac, donc notation mathématique, notre fonction d'onde psi ici va être décrite de la façon suivante. Donc, on va prendre alpha toujours pour notre premier état qui va être 0, 0. La bêta ici, ça va être notre amplitude pour l'état 0, 1. Gamma va être notre amplitude pour l'état 1, 0. Et delta va être notre amplitude pour l'état 1, 1. Maintenant, comme tout à l'heure, comme il faut que nos probabilités arrivent à 100% à la fin, bien, dans le fond, il faudra que les probabilités de tous nos états différents donnent la somme de 1 ou 100%, évidemment, qui est la même chose. Donc, la probabilité de trouver 0, 0, c'est alpha au carré. Probabilité de trouver 0, 1, c'est bêta au carré, et ainsi de suite. Et dans le fond, la somme de toutes ces amplitudes-là au carré doit donner 1. Donc, on a exactement les mêmes règles à respecter que tout à l'heure, mais bon, au lieu d'avoir 2 possibilités avec un seul qubit, maintenant, on a 4 possibilités avec les 2 qubits qui sont côte à côte, là, qui sont séparés. Maintenant, des exemples possibles. Si on a, par exemple, 1 sur racine de 4, on n'a pas écrit 1 sur racine de... on n'a pas écrit 1 sur 2 ici, juste parce que quand on met 1 sur racine de 4 au carré, évidemment, c'est assez facile de voir que 1 sur racine de 4 au carré, ça fait 1 quart. Donc, on aurait ici probabilité de 1 quart de trouver 0, 0, 1 quart de trouver 0, 1, 1 quart de trouver 1, 0 et 1 quart de trouver 1, 1. Donc, ceci, c'est si on a une superposition qui est 50% pour un qubit, 50% pour l'autre qubit, là, ce qui est illustré, je vous dirais, là, ici. Maintenant, le deuxième exemple, on pourrait aussi avoir 1 sur racine de 2 de trouver 0, 0, 1 sur racine de 2 de trouver 0, 1 et aucune chance de trouver 1, 0 ou 1, 1. Donc, ça serait assez facile d'avoir un état comme celui-là. Allons-y tout de suite, dans le fond, allons voir comment ça peut être représenté. Donc, je vais enlever mes différentes portes qui étaient ici. On veut travailler maintenant avec 2 qubits, donc on va aller en ajouter un deuxième avec le petit plus qui est ici. Maintenant, on a Q0 et on a Q1. Si on veut illustrer, donc, en fait, le deuxième exemple que je viens de vous donner, c'est de mettre un Hadamard sur le qubit 0. Et si effectivement on a Hadamard sur le qubit 0, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir 50% de chance de trouver 0,1, 50% de chance de trouver 0,0. C'est-à-dire que l'amplitude est de 0,707 sur un, l'amplitude est de 0,707 sur l'autre. Donc, dans le fond, c'est ce que je viens de vous dire dans cet exemple-ci. Donc, 0,0 ou 0,1, dans le fond, ça serait 1 sur racine de 2, là, les amplitudes. Et on a 0 et 0 dans les 2 autres états, on ne pourra pas les trouver. Donc, c'est vraiment l'exemple qu'on a sous les yeux actuellement. Maintenant, chose très, très, très importante, quand on a plusieurs qubits comme ça, IBM utilise la notation suivante. Le qubit 0 est noté à droite, le qubit 1 va être noté à sa gauche, le qubit 2 va être à la gauche et donc, vous allez vraiment progresser vers la gauche et non pas vers la droite. Donc, ici, c'est pour ça qu'en mettant un Hadamard, je vais y aller avec une porte-note, vous allez voir, ça va peut-être être plus facile. Si je mets une porte-note ici, le 1 est sur le qubit 0. Donc, le 1 est à gauche, donc vous le voyez ici, et le qubit 1 est à sa droite et a une valeur de 0. Donc, le qubit 1 ici a une valeur de 0, le qubit 0 a une valeur de 1. Donc, il faut toujours se rappeler que quand on voit des résultats sur le IBM Q Experience, vous avez toujours donc le qubit 0 qui est complètement à droite et ensuite de ça, vous progressez vers la gauche pour la notation. Donc, ça, c'est fondamental pour bien comprendre comment utiliser les circuits. Maintenant, si on met une porte Hadamard sur chacun des 2 qubits, qu'est-ce qui se passe? Là, à ce moment-là, on a une probabilité de 25% de trouver chaque option, donc de trouver 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Et évidemment, si on regarde au niveau des amplitudes, évidemment, une amplitude de 0,5. Et donc, si on met 0,5 au carré, ça donne 1 quart. Donc, à ce moment-là, vous avez la probabilité. Donc, toujours passer de l'amplitude à la probabilité, c'est en prenant le carré des valeurs qui sont ici, vous allez obtenir les différentes probabilités. Donc, actuellement, nos 2 qubits ne sont pas intriqués, mais les deux sont en superposition, par exemple. Et quand on mesure, voici les différentes options qu'on peut retrouver. Maintenant,
Ça, c'est la notation à 2 qubits. Et là, vous comprendrez que pour le 3 qubits, 4 qubits, 5 qubits et plus, bien, il faudra simplement suivre la suite logique qui est ici. Mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous avez toujours à respecter ici que le carré, la somme des carrés des amplitudes donne 1. Et ensuite de ça, bien, va faire chaque amplitude au carré donne la probabilité de trouver un état ou de trouver un autre état. Alors, on va prendre la porte C-note, qui est une porte à 2 qubits. On va avoir besoin de 2 qubits pour utiliser la porte C-note. La porte C-note, qu'est-ce que ça dit? C'est une opération conditionnelle. Donc, il va y avoir une condition ici qui est introduite, qui implique 2 qubits, un qubit de contrôle et un qubit cible. Alors, le qubit de contrôle, s'il est dans l'état 1, il y a une porte X qui est appliquée sur le qubit cible. Et évidemment, si le qubit de contrôle est dans l'état 0, ben, le qubit cible demeure inchangé parce que c'est une opération conditionnelle. Donc, c'est vraiment le qubit de contrôle. S'il est dans la valeur 1, il change l'autre qubit. S'il est dans la valeur 0, il ne se passe rien. Et on peut l'illustrer de cette façon-ci. Donc, imaginons qu'on a notre qubit de contrôle en haut. Si on est dans l'état 0, 0, on a notre qubit cible qui est en bas. Bon, ça veut dire qu'on va mettre la porte C-note. Le contrôle, c'est le point plein ici. Et ensuite de ça, bon, la porte note, elle, est dépendante de la valeur ici du qubit 0. Alors, si on a 0, 0, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe rien parce que notre qubit de contrôle était dans l'état 0. On reste dans l'état 0 et il n'y a aucune porte note qui est appliquée dans ce cas-ci. Donc, on reste dans l'état 0 dans tous les cas. Maintenant, si notre qubit de contrôle ici est dans l'état 1, on applique notre porte C-note. Donc, on sait que le contrôle, c'est le point plein qui est ici. Bien, si on était dans l'état 1, on va changer l'état du qubit cible et on passe de 0 à 1 dans ce cas-ci. Là, je ne l'ai pas illustré, mais ça serait exactement la même chose. Si ici, on avait déjà été à 1, à ce moment-là, on aurait changé avec un note pour se retrouver dans l'état 0 ici. Donc, c'est un qubit qui est conditionnel avec notre qubit de contrôle, qui est notre qubit, on le choisit, notre qubit de contrôle. Si on retourne sur le Circuit Composer, alors, ce que ça veut dire, si on met, bon, là, évidemment, au départ, on a 0, 0, comme il se passe, on part toujours avec des valeurs de 0, on fait des états 0 pour nos 2 qubits. Si on met le C-note, bien, évidemment, il ne se passe rien, c'est ce qu'on vient de voir. Comme le qubit de contrôle ici est dans l'état 0, bien, ça ne changera pas la valeur du qubit 1. Si maintenant on dit, OK, on met plutôt un état 1 au départ, comme on a 1 comme qubit de contrôle, le qubit cible devient 1 et à ce moment-là, on va avoir 1, 1 comme résultat ici. Donc, dans 100% des cas, on aurait la valeur 1, 1. Si on mesure, qu'on envoie ça sur un circuit, c'est fait sur un ordinateur, ça serait 1, 1 qu'on obtiendrait 100% des cas. Maintenant, on pourrait aussi faire l'inverse, c'est-à-dire que le qubit 1 pourrait être notre qubit de contrôle. Ici, si vous double-cliquez sur la porte C-note, vous pouvez venir changer là, lequel est le qubit de contrôle, lequel est le qubit, le qubit cible. Et à ce moment-là, donc, par exemple, ici, on vient d'interchanger la position des deux, c'est-à-dire que le qubit de contrôle devient le qubit 1, le qubit cible devient le qubit 0. Et par exemple, si on partait avec une valeur de 1, 1, notre qubit de contrôle ici fait en sorte qu'il y a une porte note qui est appliquée sur le qubit 0. Donc, on se retrouverait avec 1, 0, c'est-à-dire 1 sur le qubit 1, 0 sur le qubit 0, toujours noté là, de droite vers la gauche là, nos qubits ici. Donc, c'est comme ça que la porte C-note fonctionne. Avant d'aller plus loin, juste voir ici, OK, on est rendu à l'intrication. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la porte C-note? C'est bon? OK. Alors, écoutez, ça avance bien, tout ça. On est déjà rendu à l'intrication. Donc, vous vous rappelez, hein, c'est fondamental, l'intrication dans l'informatique quantique. On a vu qu'on est capable de faire en sorte que 2 qubits sont intriqués, sont attachés ensemble. Et attachés, il faut le voir encore de façon très virtuelle, là, au sens où il n'y a pas de lien, il n'y a pas de corde entre les deux. Mais l'idée, c'est vraiment de dire on va faire en sorte que quand on va mesurer un, on connaîtra la valeur de l'autre. Donc, c'est l'intrication qu'on a vue la dernière fois. Notre objectif aujourd'hui, donc, passer d'un état qui va être 0, 0
à dire on va avoir une superposition de deux états et par exemple, ça pourrait être donc 0 a fait 1 sur racine de 2 comme amplitude de l'état 0, 0 et 1 sur racine de 2 de l'amplitude de l'état 1, 1. Mais dans tous les cas, si on trouve 0 pour un qubit, on va trouver 0 pour l'autre qubit. Et si on trouve 1 pour un qubit, on va trouver 1 pour le deuxième qubit. Alors, comment faire ça? On va aller sur le Circuit Composer et je vous montre ça à l'instant. Vous allez voir, ça fait, c'est somme toute assez simple d'intriquer deux qubits sur un ordinateur quantique. La façon de le faire, en fait, on va mettre une porte Hadamard sur un premier qubit. Remarquez que j'aurais pu utiliser le qubit 1 aussi. C'est vraiment un ou l'autre. Et ensuite de ça, on va utiliser la porte C-note pour le deuxième qubit. Enfin, je m'excuse, pour lier les deux qubits ensemble. Donc, quand on a une superposition d'états et qu'ensuite de ça, on met une porte C-note, cette porte C-note-là va créer l'intrication entre les deux qubits. Alors, si on le regarde aussi, on pourrait se dire, bien, si jamais au sorti de la porte Hadamard, on a une valeur de 0, ça ne changera pas le qubit 1, donc on aura 0, 0 au final. Par contre, si ici la porte Hadamard, donc qui crée une superposition d'états, au final, quand on mesure, on obtient une valeur de 1, bien, évidemment, comme ça aura été 1 la valeur du qubit de contrôle, ça change la valeur du qubit 1 ici, et à ce moment-là, on a 1, 1. Donc, les deux sont intriqués ensemble. Mais ce qui est important de savoir ici, c'est que bon, la décision dans le système n'est pas prise. Encore une fois, je vous rappelle, là, quand on met la porte Hadamard, il y a une superposition d'états, mais le système n'a pas déjà décidé qu'est-ce que ça allait être, est-ce que c'est 0 ou 1. C'est juste au moment où on met une mesure où là, il va y avoir une décision prise. Et à ce moment-là, peu importe la mesure ici, à quel moment on la fait, si on trouve 0 pour le qubit 0, on aura toujours 0 pour le qubit 1. Si on trouve 1 pour le qubit 0, on aura toujours 1 pour le qubit 1 ici. Maintenant, ce qui est important de savoir aussi, c'est si je pourrais intervertir mes deux mesures. Je pourrais mesurer le qubit 1 en premier et le qubit 0 en deuxième. Et attention, même si le C-note est dans ce sens-ci, comme mes deux qubits sont intriqués, peu importe lequel des deux je vais mesurer en premier, l'autre va tout de suite se ramasser, dans ce cas-ci, dans le même état. Donc, même si je mesure 1 en premier, le qubit 0 est intriqué, même si le sens du C-note ici, c'est qubit contrôle, qubit cible, même si je mesure le Q1 ici en premier, le qubit Q0 va toujours être lié à ce premier qubit-là. Donc, ça ici, c'est, écoutez, l'intrication la plus simple possible. On part avec deux états possibles, soit 0, 0 ou 1, 1. Donc, on vient de créer l'intrication avec simplement une porte Hadamard et une porte C-note. Mathématiquement, de quoi ça a l'air? De ceci. Donc, on va partir avec un état 0, 0. Et ce qu'on fait, c'est qu'on applique une porte Hadamard. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que, bon, notre fonction d'onde ici, on va appliquer une porte Hadamard sur le qubit 0, je vous rappelle, le qubit qui est à droite ici. Alors, mathématiquement, on pourrait aussi dire, OK, on sort de cette équation-là le qubit 1, on le met complètement à gauche. On va appliquer la porte Hadamard sur le qubit 0, ce qui va nous donner ceci comme description mathématique, donc avec les amplitudes sur 0 et les amplitudes sur 1. Et ensuite de ça, ce qu'on peut faire, donc dans les règles mathématiques qui s'appliquent aux états ici de nos qubits, on peut remettre l'état 0 du qubit 1 dans l'intérieur, à l'intérieur de notre parenthèse, là, donc en multipliant par les deux termes de notre parenthèse. Et à ce moment-là, on a la moitié de chance, ça fait comme amplitude 1 sur racine de 2 pour l'état 0, 0, 1 sur racine de 2 pour l'état 0, 1. Donc, ceci, c'est simplement l'application d'une porte Hadamard. Et au moment où on ajoute la porte C-note, qu'est-ce qu'on fait? Bien, ce qu'on est en train de dire, c'est si on a une valeur de 1 pour notre qubit de contrôle, on va mettre une valeur de 1 pour notre qubit cible. Et à ce moment-là, bien, c'est ce qu'on obtient ici. Donc, l'amplitude, c'est 1 sur racine de 2 de trouver 0, 0 et 1 sur racine de 2 de trouver la valeur 1, 1. Donc, mathématiquement, je viens juste de vous illustrer exactement ce qu'on vient de faire sur le circuit, tout simplement là, avec les deux portes, là, Hadamard et C-note, qu'on vient d'observer. Donc, ça, c'est l'intrication. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir à l'instant? Ça vous va? OK.
Ah, voilà. Donc, bon, des paires intriquées, je vous dirais, il y a 4 paires de belles qu'on va appeler. Il y a 4 paires différentes de base. On vient d'en voir une. Celle qu'on vient de voir, c'était 0-0 et 1-1. Maintenant, je vous mets au défi. Donc, est-ce que vous êtes capable de créer ces 2 paires-ci? Donc, j'aimerais ça que vous alliez créer 0-1, 1-0 avec bon, des amplitudes de 0,707 pour chacune ou 50 de chance d'obtenir un et d'obtenir l'autre. Et j'aimerais ça que vous créiez aussi 0,1 déphasé avec 1,0 qui, lui, ne serait pas déphasé. Donc, êtes-vous capable d'aller créer ces 2 paires de belles-là qui sont la deuxième et la troisième des paires de belles? Là, il y en a une quatrième qui existe, on va le voir dans un instant, mais pour l'instant, on y va avec ces 2 paires-là. OK, donc ça semble en bonne voie pour la plupart d'entre vous. Donc, ce que je vous propose, je vais aller le faire, puis je vais vous commenter un peu ce qui se passe ici. Alors, première des choses, on veut avoir 0,1 ou 1,0. Donc, on part de notre première paire de belles ici, là, avec notre Hadamard puis notre Sinote. Et bon, vous avez pour la plupart vu là, qu'il faut mettre simplement une porte note sur un de nos qubits pour obtenir donc 0,1, 1,0, donc les deux en phase. Donc, les deux ici sont colorés bleus là, sur notre state vector. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut expérimenter cette paire-là avec notre porte-note à plusieurs endroits. Alors, ici, je l'ai mis sur le qubit 0 après la porte C-note, mais j'aurais aussi pu mettre ce qubit, notre porte-note sur le qubit 1, toujours après la porte C-note. J'aurais pu mettre ça avant la porticinote également et on obtient dans tous les cas exactement le même résultat. Où est-ce qu'on n'a pas le droit de le mettre? C'est à cet endroit-ci. Donc, si jamais on le met sur la porte, sur Q0 avant le C-note, avant l'intrication, à ce moment-là, là, on n'obtient pas le résultat escompté. Ça aurait été la même chose si je l'avais mis avant ici. Mais il y a quand même 4 possibilités pour obtenir donc, je m'excuse pas 4, mais 3 possibilités pour obtenir l'état qui est recherché. Et maintenant, pour obtenir ce que je vous disais, si je reviens ici, donc une amplitude négative pour 0,1 et positive là, pour 1,0, à ce moment-là, avec la porte Z, on peut venir, je m'excuse, ce n'était pas celui-là qu'on voulait. C'était plutôt celui-là. Donc, on peut venir mettre une porte Z sur Q0 ici et on obtient effectivement une amplitude négative. Bon, pourquoi est-ce que ce n'était pas sur Q1 qu'il fallait l'écrire? Parce qu'évidemment, la porte Z s'applique sur le 1. Donc, si je veux appliquer la porte Z sur le qubit qui a une valeur de 1, bien évidemment, il faut venir l'appliquer sur Q0 ici. Alors que si je l'applique sur ce qubit-là, donc sur qubit 1, ben, on n'aurait pas eu là, le résultat escompté. Donc, ça, c'est pour Z ici. Et on va aller voir les paires de belles, de quoi ça a l'air. Donc, dans le fond, les 4 paires de belles, on vient d'en voir 3 de celles-là. Donc, on a vu la première qui est bon, peut-être la plus simple à réaliser, encore là, juste avec le Hadamard et le C-note. Et vous, ce que vous venez de faire, c'est les 2 du bas ici. Donc, vous venez faire la 0,1 et la 1,0, ainsi que la 0,1, 1,0 avec 1 qui est déphasé.
Maintenant, l'autre paire de belles ici, c'est celle où on a 0, 0, 1, 1 et où on vient déphaser la paire qui est 1, 1. Donc, ici, on va voir tout simplement comment réaliser celle-là. On a dit, on prend notre paire de belles initiale là, qui est 0, 0 ou 1, 1 et on vient appliquer une porte Z sur tout ça. Et à ce moment-là, on a effectivement 0, 0 qui est en phase, 1, 1 qui est déphasé. C'est la quatrième paire de belles. Remarquez que celle-là, il y aurait eu plusieurs possibilités là, pour la créer. Donc, on a 0, 0 qui est en phase, 1, 1 qui est déphasé. Regardez bien ça. J'aurais pu aussi aller créer ça avec une porte note ici, en mettant une porte note et la porte Hadamard sur une valeur de 1. Vous vous rappelez peut-être au tout début, il faudra refouiller là, dans la présentation que je vous enverrai à ce point-ci. Mais si vous vous rappelez au début, quand on avait regardé qu'est-ce que ça fait une porte, tiens, si je l'enlève ici, qu'est-ce que ça fait une porte Hadamard sur la valeur 1? Ça vient mettre ici un déphasage là, sur la valeur sur notre qubit qui est en valeur de 1. Donc, simplement ici, si on prend cette séquence-là de portes, on a l'équivalent d'une porte Z qui a été appliquée sur notre circuit parce qu'on a un déphasage ici là, de notre état 1-1. Donc, deux possibilités ici, là, soit on met le note en partant, soit on met le Z ici, par exemple, et on obtient le même résultat dans les deux cas. Donc, voilà pour les 4 paires de belles. Je vous présente les 4 paires de belles parce que ça va être important pour la téléportation. Donc, on est vraiment en train de bâtir là, tous les éléments dont on a besoin pour se rendre à la téléportation. Donc, pour l'instant, on a les 4 paires de belles. Maintenant, tout juste avant de sauter justement dans la téléportation, en fait, il me reste deux éléments avec lesquels je veux jouer. Réversibilité des portes quantiques. Réversibilité des portes quantiques, ça, c'est fondamentalement intéressant aussi. Je n'arrête pas de dire ça parce qu'il y a vraiment plein de trucs qui sont vraiment fascinants dans la programmation quantique. Les portes quantiques sont réversibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, contrairement aux portes classiques qui ne sont pas toutes réversibles, il y en a qui le sont, mais il y en a qui ne le sont pas. Les portes quantiques, elles, le sont toutes. Donc, toutes les portes quantiques sont réversibles. Ça veut dire qu'on peut appliquer des portes et on peut appliquer des portes contraires pour retrouver l'état initial dans le système. Et, autre fait intéressant, dans le cas des portes X, H, Z et C-Note, dans le fond, les 4 qu'on vient de voir aujourd'hui, ces portes-là sont leur propre inverse. Donc, on n'a pas besoin de trouver d'autres portes pour appliquer des portes inverses et on va pouvoir les réutiliser elles-mêmes. Avant de vous faire une démonstration de ça, laissez-moi vous donner une implication de ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, là, c'est qu'il n'y a pas de perte d'information. Comme on est capable de retrouver l'état initial de notre système, ça veut dire qu'on ne perd pas d'information. L'information est toute gardée, toute conservée en informatique quantique. Et une des conséquences de ça, c'est qu'il n'y aura pas de dégagement de chaleur. Parce qu'un ordinateur classique, quand il y a des portes qui perdent de l'information, qui ne sont pas réversibles. Donc, comme elles ne sont pas réversibles, il y a de l'information qui est perdue. Tout ça, d'une façon théorique, ça vient, et pratique aussi, ça vient avec un dégagement de chaleur. Donc, les ordinateurs classiques, vous le savez, hein, ça dégage la chaleur. Les superordinateurs, ça dégage des quantités phénoménales de chaleur. Ce que ça veut dire, c'est qu'un ordinateur quantique dégage très, 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 très peu de chaleur parce que comme l'information est conservée d'un bout à l'autre, à ce moment-là, on n'a pas de dégagement de chaleur, ce qui fait en sorte que, ultimement, quand les ordinateurs quantiques seront parfaits ou seront très bons, on aura des ordinateurs qui vont être beaucoup moins énergivores que les ordinateurs classiques actuels. Donc, à surveiller dans le développement futur. Ceci dit, attention, je ne suis pas en train de vous dire que ça consomme zéro énergie. Si vous vous rappelez bien, je vous disais, les ordinateurs qui utilisent des qubits supraconducteurs comme ceux de IBM ou de Google, je vous disais ça dans le premier atelier, c'est des ordinateurs qui sont à 4 millikelvin. Évidemment, pour avoir des frigos qui vont à aussi basse température, ça prend de l'énergie et l'appareillage autour va consommer de l'énergie. Mais l'ordinateur en tant que tel, donc le processeur en tant que tel, lui, se fait à zéro énergie utilisée ou à zéro dégagement de chaleur. Donc, ça reste vraiment intéressant là, dans la théorie de l'ordinateur quantique. Bon, je ferme cette parenthèse-là. On va retourner à voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on parle de réversibilité des portes. Si on va sur le Circuit Composer, écoutez, mettez toutes les portes que vous voulez. Mettez-en, je ne sais pas moi, 3, 4 de suite. Là,
tiens, non, je remets une porte note ici, puis je remets une Adamar ici. Puis j'aurais pu mettre une Z, tiens donc, comme on a vu ces quatre-là. Je la mets sur. Ouais, exactement. Donc, écoutez, je viens de faire, je vais dire n'importe quoi, mais ce qui m'intéresse de vous démontrer ici, c'est la réversibilité des portes. Ce que ça veut dire, puis là, tiens donc, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est la barrière. La barrière ici, elle ne fait rien d'autre que, je vous dirais, c'est beaucoup esthétique. Là, ça va être plus facile de suivre certains algorithmes quand on se met des barrières. Puis ça a une utilité aussi, je vous dirais un peu plus loin, là, quand on veut dire à l'ordinateur dans quel ordre on veut que certaines portes soient opérées là, dans le calcul. Mais pour nous, on va dire que c'est esthétique. Si je veux une barrière sur tous mes qubits, je peux double-cliquer sur la barrière, venir cliquer aussi sur qubit 1 et à ce moment-là, retour à mon circuit. J'ai une barrière là, qui va ici là, délimiter la partie de gauche et la partie de droite. Alors, la réversibilité des portes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais exactement l'ordre inverse, donc ici, si je pars de ma barrière, je vais avoir Adamar, un note avec un Z, donc je vais venir mettre un note avec un Z en bas. Ensuite de ça, j'avais un C-note, je vais venir mettre le C-note. Ensuite de ça, j'avais un note, je mets le note ici et finalement, je termine avec Adamar. Donc, si vous regardez, les deux sont symétriques. Bon, évidemment, le Z ici est venu se tasser là, sur la barrière. J'aurais pu venir, si je veux absolument qu'il soit en dessous de mon note ici, là, je peux lui mettre une autre barrière. Tiens, non. Comme ça, il est derrière, il est dessous le note, là, comme ici. Donc, vous voyez que la portion ici à droite est le miroir de la portion à gauche. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a retrouvé notre état initial. Donc, on avait 0, 0 au départ. Peu importe ce qu'on a fait après, en faisant exactement l'inverse, on retrouve 0, 0, qui était notre état initial. Donc, quand on fait exactement l'inverse, on obtient, c'est la réversibilité des portes, on réobtient le résultat initial. Donc, ça reste intéressant de savoir que ça existe en programmation quantique et que ce n'est pas le cas en classique. Est-ce qu'il y a des questions sur ça ici? C'est bon? OK. Alors, on va tout enlever ce qu'on a installé, peu importe ce que vous avez mis comme circuit. On va tout enlever ça. Il me reste un élément duquel je veux vous parler avant de sauter dans la téléportation. Et c'est l'élément suivant. Donc, on va parler des mesures de Bell. On a vu les 4 paires de Bell tout à l'heure. Donc, je les ai réécrites ici, les 4 paires de Bell. Maintenant, la mesure de Bell, elle, vous allez voir, c'est assez simple en fait. On va avoir une des 4 paires de Bell, qui sont illustrées ici là, par le rectangle mauve. Donc, on a une des 4, peu importe laquelle des 4 pour l'instant, on en a une des 4 qui est à l'intérieur du rectangle mauve. Et la mesure de Bell, c'est ces 4 éléments-là ici. Donc, on va mettre une porte C-note, Adamar, dans cet ordre-là. Et ensuite de ça, on va aller mesurer là, les deux qubits. Donc, pas plus compliqué ça, dans l'ordre C-note, Adamar. C'est comme le contraire hein, de l'intrication tout à l'heure. Tantôt, c'était Adamar, C-note. La mesure de Bell, elle, c'est le contraire. Donc, on va mettre C-note, Adamar. Et ensuite de ça, on mesure pour chacune des deux. Avant de vous donner le résultat, j'aimerais ça qu'on aille le faire pour cette première paire de Bell-là ici. Donc, vous vous rappelez, hein, première paire de Bell, c'est soit 0, 0 ou 1, 1. Sinon, je vous donne 10 secondes pour aller faire ça sur votre Composer. On veut deux qubits intriqués où on a 0, 0 et 1, 1. OK, à ce point-ci, j'imagine que c'est fait. Là, je vais vous demander de mettre une barrière. Vous allez mettre une barrière. OK. Bon, la première paire de Bell, hein, c'était assez simple. Adamar C-note. Vous allez mettre une barrière juste pour le fun. Vous pouvez double-cliquer sur votre barrière et comme ça, on l'a sur les deux qubits. Et là, ce que je vais vous demander de faire, regardez bien ça, c'est de venir faire la mesure de Bell. Donc, vous allez mettre dans l'ordre C-note, Adamar, puis vous mettez une mesure sur les deux qubits. Donc, allez faire ça. Alors, C-note, Adamar et mesure sur les deux qubits. Alors, dans l'ordre, C-note, Adamar et mesure. Bien, évidemment, vous ne serez pas surpris de savoir que la seule possibilité quand on mesure, c'est d'avoir 0, 0. Alors, pourquoi? Bien, écoutez, on vient de faire exactement ce qu'on a dit, hein, la réversibilité des portes. On avait notre paire de Bell, on met un C-note, on met un Adamar, bien, on vient de faire
l'inverse de ce qu'on avait. On retrouve donc l'état initial qui est 0, 0. Donc, si on fait une mesure de Bell sur la première paire de Bell, on obtient 0, 0. Alors, si on fait une mesure de Bell, qu'est-ce qui se passe? On obtient la valeur 0, 0. Si on y va plutôt sur la paire suivante, 0, 0, 1, 1 et 1, 1 est déphasé. Tiens, donc, je vous donne encore là 10-15 secondes pour aller fabriquer ça. Alors, enlevez les portes qui ne sont pas nécessaires. Allez-y avec fabriquer la paire 0, 0, 1, 1, mais on veut un déphasage là, sur l'amplitude de 1, 1 ici. Puis, une fois que vous avez ça, je vous demande de mettre la mesure de Bell, donc le C-note, le Hadamard, et les deux icônes de mesure pour chacune des deux. OK, alors, si je le fais avec vous, dans le fond, regardez bien ça. Ben, pour celui-là, si vous vous rappelez, là, on disait qu'il y avait 3 endroits où on pouvait. Non, je m'excuse, c'est pas celui-là que je veux. C'est celui-là. Je m'excuse. On recommence. Pour celui-là, je vous rappelle, soit on peut mettre une porte Z, soit on peut aussi y aller avec une porte note dès le départ. Ça, je vous avais montré celui-là. Donc, en mettant la porte note dès le départ, ça va être plus facile de voir ici pourquoi on va obtenir le résultat qu'on va obtenir. Donc, ça ici, c'est notre paire de Bell que je vous demandais. Donc, 0, 0 en phase et 1, 1 avec une inversion de son amplitude ici. Donc, si on y va avec la mesure de Bell qui est ça ici, bien évidemment, comme vous pouvez voir, on a fait les deux portes ici, C-note s'annulent, les deux portes Hadamard s'annulent. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste 1 comme état pour le qubit 0 et 0 pour le qubit 1. Donc, on a 0, 1 comme résultat. Alors, le résultat de la mesure de Bell dans le cas de cette paire de Bell-là, ça va nécessairement être 0, 1. Les deux autres, je ne vous les démontrerai pas. Mathématiquement, c'est assez simple à démontrer, mais je vous dirais sur le Composer, c'est peut-être juste un peu plus compliqué. Je vais vous demander de me faire confiance sur celle-là, mais vous pouvez le tester, par exemple. Ça, vous pouvez le tester. Allez faire, si vous allez vous amuser à faire cette paire de Bell-là et que vous faites la mesure de Bell, vous allez toujours obtenir un 0. Et si vous utilisez la 4e paire de Bell qui est ici, vous mettez la mesure de Bell, donc le C-note Hadamard, vous allez toujours obtenir les valeurs 1, 1. Donc ça, dans tous les cas, dépendamment de votre résultat final, vous savez quelle paire de Bell vous aviez au départ. Et c'est ça qui est la mesure de Bell ici. OK. Donc, avec tout ça, on est maintenant capable de se lancer dans la téléportation quantique. On a tous les outils pour le faire à ce point-ci. Alors, on est rendu à notre objectif, la téléportation quantique, et on va se lancer. Téléportation quantique, avant de se lancer dans la programmation de l'expérience, laissez-moi vous dire ce que c'est. Donc, c'est vraiment super intéressant de savoir que, donc, à l'origine, ça a été fait de façon théorique, puis ensuite de ça a été appliqué de façon expérimentale. Le premier article qui parle de téléportation quantique, ça a été paru le 29 mars 1993. Donc, Teleporting an Unknown Quantum State, c'est ce qu'on veut faire ici. Et si vous regardez dans les auteurs de cet article scientifique-là, le premier, c'est Charles Bennett, qui travaillait chez IBM. Le deuxième, c'est Gilles Brassard, qui est professeur à l'Université de Montréal. Et le troisième, c'est Claude Crépeau, qui, à l'époque, était au laboratoire d'informatique de l'École normale supérieure, donc à Paris, maintenant qui est à l'Université McGill. Donc, on a 2 Québécois dans les 3 premiers auteurs qui sont là, donc, à l'origine de la téléportation quantique. Bon, téléportation quantique, là, attention, je ne suis pas en train de vous dire que demain matin, vous allez vous téléporter. Encore une fois, c'est l'état d'un qubit qu'on va téléporter d'un endroit à un autre. Vous vous rappelez, la dernière fois, quand on avait parlé de téléportation, non, est-ce que j'en avais parlé? Non, je n'en avais pas parlé. Non, je l'introduis ici. Ce qu'on va téléporter, donc, ce n'est pas un électron en tant que tel, ça va être l'état d'un électron, si on utilise l'électron comme qubit. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va téléporter l'état d'un qubit sur notre composer vers un autre qubit. Donc, pour le modéliser. Une expérience que les Chinois ont réalisée dernièrement, donc c'est paru en août 2017, donc il y a 3 ans de ça.
ils ont téléporté l'état d'un électron, c'est pour ça que je vous parlais d'électrons tout à l'heure, entre le sol et un satellite. Donc, ils ont pris un électron qu'ils ont mis dans un satellite. On va voir comment dans un instant. Et cet électron-là était déjà dans le satellite. Maintenant, ils ont utilisé un électron avec un état mystère qui était sur la Terre et ils ont téléporté l'état de cet électron-là vers l'électron qui était dans le satellite et ça a été téléporté avec succès. Alors, c'est ça qu'on va modéliser aujourd'hui, donc la téléportation de l'état d'un qubit. Alors, il faut faire attention quand on parle de téléportation, on n'est pas en train de téléporter de la matière. Ici, on est vraiment en train de téléporter un état. Donc, il faut faire attention aux médias, entre autres, là-dessus. Des fois, ils vont exagérer un peu, mais ça reste que c'est extrêmement intéressant de voir comment on peut téléporter. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire de clonage quantique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il est impossible de créer une copie identique et indépendante d'un état quantique inconnu et arbitraire. Ça s'appelle le théorème du non-clonage, No Cloning Theorem. Ce que ça veut dire, c'est que ça serait pratique, comme en classique, là, de dire, OK, on a en classique, il n'y a pas de qubit, là, mais on part avec un qubit qui est dans une superposition d'états, c'est-à-dire qu'il y a une certaine amplitude pour 0, une certaine amplitude pour 1, et on aimerait ça en faire une copie, c'est-à-dire qu'on a un deuxième qubit ici qui est à 0, on fait un copier-coller quantique et on obtient, dans le fond, l'état qu'on avait pour notre qubit 0, on l'a maintenant dans notre qubit 1 et on a les mêmes valeurs là, pour alpha et pour bêta. Par contre, attention, ça n'existe pas. Ça ne peut pas fonctionner. C'est le théorème du non-clonage nous dit on ne peut pas copier l'état d'un qubit qu'on ne connaît pas vers un autre qubit, c'est impossible de copier. Alors qu'on peut copier de l'information classique, on ne peut pas copier l'information quantique qu'on ne connaît pas. Évidemment, on peut faire des zéros. Hein, on est capable de partir notre circuit composer avec des qubits qui sont tous à zéro. Mais une fois qu'on a un qubit mystère avec un état superposé qui est mystère, qu'on ne connaît pas, on ne peut pas le copier en différentes copies. Et c'est d'ailleurs, je vous dirais, ce qui fait la force. Donc, ça peut être un désavantage, donc ça peut être très, très contraignant, mais c'est aussi un des avantages en cryptographie quantique. Donc, parce qu'on n'est pas capable de copier de l'information quantique, on est capable de développer des systèmes de cryptographie quantique qui vont utiliser ça comme avantage, comme on ne peut pas faire de copie, plutôt que comme inconvénient. Donc, on n'entrera pas plus loin dans la crypto quantique, mais si éventuellement ça vous intéresse de creuser, c'est extrêmement fascinant. Encore là, en crypto quantique, il y a un autre Québécois, non, mais c'est même pas un autre Québécois, c'est tantôt je vous disais, attention, Gilles Brassard, on était juste ici, là, si je reviens ici, donc Gilles Brassard et Charles Bennett qui était chez IBM, Gilles Brassard à l'Université de Montréal, les deux sont à l'origine du premier protocole de cryptographie quantique. Donc, Gilles Brassard est non seulement à l'origine de la téléportation, mais il est aussi à l'origine d'un protocole de distribution de clés quantiques en 1984 avec Charles Bennett. D'ailleurs, le protocole s'appelle BB84 pour Bennett et Brassard 1984. Donc, Gilles Brassard est encore prof aujourd'hui à Montréal et derrière tout ça. Donc, on peut utiliser le no-cloning theorem à notre avantage à certains endroits, mais ça reste que c'est une propriété fondamentale du quantique ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir téléporter l'état de notre qubit, mais on ne pourra pas en faire de copie. C'est ça que ça veut dire. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour faire notre téléportation quantique? Alors, on va avoir besoin des éléments suivants. On va avoir besoin d'Alice qui va être sur la Terre et de Bob qui va être dans l'espace. On utilise tout le temps Alice et Bob là, en quantique, c'est de A à B. Donc, l'information, on veut l'envoyer de Alice à Bob. C'est le classique à utiliser. Et pour ça, on va avoir besoin de 3 qubits. On va avoir un qubit mystère qui va être notre qubit 0 tout à l'heure. Donc, le qubit mystère, dans le fond, on ne sait pas c'est quoi son état. Nous, on va décider qu'on va lui donner une valeur qu'on connaît, là, mais juste pour être capable de tester que ça fonctionne réellement, mais ça pourrait être un état mystère. Et on va avoir besoin d'un qubit A, d'un qubit B qu'on va commencer à avoir dans l'état 0. Notre objectif, Alice doit transmettre l'état du qubit mystère, du qubit M à Bob. Et pour y arriver, Alice et Bob vont utiliser les qubits A et B qu'on va intriquer. Et vous allez voir comment on va être capable de faire ça. Alors, les étapes. On commence par intriquer les qubits A et B. Donc, ça va être notre préparation d'un état de Bell ici, là.
Donc, on intrique ensemble les qubits A et B. Ce qui se passe ensuite, Bob part vivre dans l'espace avec son qubit. Donc, vous vous rappelez, on peut mettre les qubits intriqués à chacun un bout de l'univers et ça fonctionne encore. Donc, Bob est parti vivre sur son satellite. Et ensuite de ça, bon, Alice, qui est restée sur la Terre, elle, ce qu'elle va faire interagir les qubits A et M, donc le qubit A avec le qubit mystère, avec une mesure de Bell. Donc, on vient de voir les mesures de Bell, là, donc elle va appliquer une mesure de Bell là, avec A et M. Et ce qu'elle va faire, Alice, c'est qu'elle va envoyer, je m'excuse, la mesure de Bell, évidemment, elle prend une mesure, elle va obtenir un résultat. Vous vous rappelez le 00, 10, 01, 11. Donc, elle va obtenir un résultat. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va envoyer ce résultat-là à Bob. Et elle va l'envoyer donc sous forme de 2 bits classiques. Elle ne va pas envoyer des qubits à ce moment-là. Comme elle va les avoir mesurés, elle va envoyer les résultats sous forme de 2 bits classiques à Bob. Et Bob, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le résultat d'Alice pour appliquer des opérations sur son qubit à lui. Alors, peut-être que oui, peut-être que non. On va voir qu'est-ce que c'est. Donc, selon l'info qu'Alice lui envoie, il va ou non faire des opérations sur son qubit. Et à la fin, Bob va avoir exactement l'état du qubit mystère qui va avoir été téléporté via donc l'intrication, mais aussi via l'information qu'Alice va avoir envoyée à Bob. Alors, ça, c'est le protocole qu'on va suivre. Maintenant, je vous disais, qubit mystère, c'est un peu embêtant de se dire on va téléporter quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, nous, pour se simplifier la vie, je vous dirais, le qubit mystère, on va déterminer que c'est l'état -1. OK? Donc, on veut envoyer donc -1 d'amplitude sur l'état 1. Alors, notre qubit mystère, on va le faire de cette façon-ci. Et le qubit mystère, on va le mettre sur Q0. A et B, ce sera nos qubits 1 et 2 qu'on va intriquer par la suite. Donc, ça, c'est ce que nous, on va faire comme opération. Donc, si on va faire exactement ça, on devrait avoir l'état ici -1, donc une amplitude de -1 pour le qubit 0, donc qui va avoir une valeur de 1 ici. Alors, si on va faire ça, tout le monde, je vous invite à aller sur votre Composer. On enlève tout ce qu'il y avait auparavant. Et on veut l'état, donc, -1 pour notre qubit 0. Alors, on y va avec, notre plus ici. Et donc, une porte note suivie d'une porte Z, ça va nous mettre notre amplitude négative. Alors, on obtient, et là, c'est vrai, on n'a pas exactement ce que j'avais sur l'autre parce qu'on a besoin de 3 qubits. On vient ajouter un qubit. Donc, vous avez Q0, Q1 et vous ajoutez un troisième qubit. Là, vous ajoutez Q2. Alors, si vous faites ces opérations-là, on a le qubit mystère qui est en Q0 ici. Donc, il y a juste Q0 qui a une valeur de 1. Les deux autres ont une valeur de 0. Et on a un déphasage là, qui a été introduit par la porte Z ici. Donc, ça va être notre qubit mystère. On va aller mettre une barrière juste pour le délimiter. Donc, vous allez chercher la barrière, vous l'installez ici. En double-cliquant sur la barrière, vous êtes capable d'aller installer la barrière d'un bout à l'autre. Donc, comme ça va, encore une fois, simplifier là, la lecture de notre algorithme de téléportation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste aller voir dans la présentation ici. OK. Ce qu'on va vouloir faire, c'est notre protocole complet. Donc, le protocole complet, je vais vous le rappeler, on a un qubit mystère et on a besoin de 2 qubits intriqués. On a besoin de Q1 et Q2 qui sont intriqués. Alors, pour les intriquer, on va aller mettre une porte Hadamard et une porte Synod. Donc, pas plus compliqué que ça. Vous vous rappelez, hein? Hadamard suivi de Synod, on intrique 2 qubits ensemble. Donc, on a Q1 et Q2 qui sont maintenant intriqués. Et d'ailleurs, si on regarde les 2 possibilités de résultats ici, là, on a sur Q0 une valeur de 1, sur Q0 une valeur de 1. Donc, dans tous les cas ici, la valeur de Q0, c'est 1. L'état de Q0, c'est 1. Mais Q1 et Q2, eux, vont avoir soit 0 et 0 ou soit 1, 1. Donc, tout va bien. On a une paire de Bell qui est intriquée et on a 1 pour notre qubit 0. Donc, ça ici, c'est Alice et Bob qui intriquent leurs 2 qubits ensemble. Et si vous vous rappelez, à ce moment-là, Bob part vivre dans l'espace. Alors,
ce qu'on va vouloir faire, là, ultimement, c'est de prendre l'état de Q0 et de l'envoyer sur Q2. Mais évidemment, on ne peut pas le copier, là, cet état-là. Donc, on va vouloir l'envoyer sur Q2 par le protocole là, de téléportation. Alors, on a intriqué Q0, je m'excuse, Q1 et Q2. On va se mettre une barrière, encore une fois, juste pour la simplicité là, visuelle de tout ça. Donc, je vous laisse une seconde pour mettre votre barrière. On a notre état mystère, on a notre paire intriquée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous vous rappelez le protocole, Alice doit appliquer une mesure de Bell sur ces 2 qubits à elle. Donc, Alice est sur Terre avec Q0 et Q1. Bob, lui, est parti avec Q2 dans l'espace. Alors, mesure de Bell, c'est l'inverse de l'intrication qu'on avait vue. C'est une porte Sinote suivie d'une porte Hadamard. Donc, ça ici, c'est la mesure de Bell. Et qu'est-ce qui va se passer? Ah ben tiens, non, on va aller se mettre une barrière ici juste pour l'aspect encore là, clarté. On se met une barrière. OK. Alors, on vient sur Q0 et Q1 de commencer notre mesure de Bell. Vous vous rappelez, mesure de Bell, je vous disais Sinote Hadamard, puis ensuite de ça, on va aller mesurer les 2 qubits. Alors, c'est les 4 éléments qu'il faut faire pour notre mesure de Bell. Et je vous dirais, on a presque terminé à ce point-ci la téléportation quantique. Hein. Donc, c'est-à-dire que les opérations sont les suivantes. On a notre qubit mystère. Alice et Bob ont intriqué leurs 2 qubits. Bob est parti vivre dans l'espace avec son qubit Q2. Alice est sur Terre, applique une mesure de Bell, donc Sinote Hadamard avec ses 2 mesures. Et qu'est-ce qu'a fait Alice avec ça? Elle prend son information, soit elle a obtenu 0,0, soit elle a obtenu 0,1, 1,0 ou 1,1, et elle envoie à Bob sur son satellite par un canal qui est classique, là, donc par onde radio, elle est capable d'envoyer à Bob l'information. Donc, de qu'est-ce qu'elle a obtenu. Et là, qu'est-ce que Bob fait? En fait, Bob, je vous disais, va utiliser l'information qu'Alice lui a envoyée classique pour peut-être effectuer des opérations sur son qubit à lui. Alors, qu'est-ce que c'est les opérations que Bob peut effectuer? Alors, regardez bien ça. On retourne ici à la présentation. Étape 3, on est en interaction et mesure. Donc, Alice a obtenu les résultats suivants. Donc, sur Q0, elle a obtenu 0. Sur Q1, elle a obtenu 0. Évidemment, c'est un des exemples. Là, on va faire les 3 autres après. Donc, si Alice a obtenu 0, 0, elle envoie l'information à Bob. Et si elle a obtenu 0, 0, qu'est-ce que c'est? Bien, ça veut dire qu'elle est dans cet état-là ici. Là. Si vous regardez là, ce que j'ai, moi ici, c'est exactement ce qui est sur notre Circuit Composer. Donc, soit on a 0, 1, 0, 0, fait 0, 10, 0, 11, 100 ou 101. Là. Donc, ça ici, c'est nos valeurs ici. Puis on a rouge, bleu. Donc, on a exactement là, les mêmes possibilités qui sont ici. Alors, si Alice a obtenu 0, 0, ça veut dire que c'est 0 pour Q0, 0 pour Q1. On est dans l'état ici, là. On est dans l'état 0, 0. Si vous regardez, le Q0 est ici, Q1 est au centre, donc 0, 0. Si Alice a obtenu 0, 0, on a 100%, on est sûr à 100% que Bob a actuellement un qubit qui est dans l'état 1 et que cet état-là est déphasé ici, donc une amplitude de moins 1. Ça, c'est si Alice a obtenu 0, 0. Alors, qu'est-ce que Bob doit faire sur son qubit à lui s'il a obtenu une amplitude négative avec une valeur de 1? Bien, il doit, donc l'opération à effectuer, c'est rien. Alors, pourquoi c'est rien? Bien, je vous rappelle que l'état du qubit qu'on voulait téléporter, c'était une amplitude négative sur l'état 1. Donc, dans le fond, Bob a déjà son qubit qui est pareil au qubit mystère. Donc, si Bob reçoit 0, 0 comme information, il ne fait rien, il a déjà le bon qubit, enfin, il a déjà l'état du qubit qui était l'état du qubit mystère. Maintenant, si Alice, dans sa mesure, obtient plutôt 1, 0, ben là, je prends celui du bas ici, là, évidemment, parce que dans l'ordre, hein, on lit 1 et 0, donc qubit 1 à 1 et qubit 0 à 0. Donc, si Alice obtient 1, 0 comme valeur,
Voici, à 100 des cas, ça veut dire que Bob, son qubit actuellement, là, il ne l'a pas mesuré. Il ne sait pas encore là, c'est quoi son qubit. Mais Bob, son qubit, on le sait, nous, il va nécessairement être dans l'état 0 avec un déphasage. Alors, c'est quoi l'opération que Bob peut faire pour transformer, dans le fond, la valeur de 0 à 1? Parce qu'en réalité, lui, on sait que le qubit mystère, il est dans l'état 1. Hein. Donc, il est dans l'état moins 1. Donc, on veut absolument une valeur de 1 au final. Donc, Bob, lui, devra nécessairement appliquer une porte note et la phase est déjà correcte. Donc, si Alice envoie 1, 0, Bob applique une porte note et à ce moment-là, une fois sa porte note est appliquée, il ne l'a pas mesuré encore, mais il sait que son qubit va être dans le même état que l'état du qubit mystère au départ. OK. Bon, vous avez compris à ce point-ci comment ça fonctionne. Si Alice obtient 0,1, on va aller voir, donc, Alice obtient 0,1. Ça veut dire que l'état du qubit de Bob est dans cet état-ci actuellement. Donc, il y a une valeur de 1, mais son amplitude, elle, est positive. Alors, qu'est-ce qu'on veut pour obtenir une valeur de 1, mais une amplitude négative? Bien, on va simplement appliquer une porte Z. Vous vous rappelez, la porte Z appliquée à l'état 1 va changer l'amplitude. Donc, il va passer d'une valeur positive à une valeur négative ici là, de moins 1. Donc, si Alice envoie 0,1, Bob applique la porte Z et il sait que son qubit va à ce moment-là être dans l'état initial du qubit mystère. Et finalement, si Alice obtient un 1, ça veut dire que l'état du qubit de Bob est ici à 0 et la phase n'est pas correcte. Donc, dans l'ordre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer une porte X pour commencer, une porte Z ensuite, et à ce moment-là, il y aura le bon état pour le qubit mystère. Enfin, ça sera le même état que le qubit mystère. Alors, tout ceci nous amène à l'algorithme final suivant. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, bon, je vous le disais, hein, on veut maintenant que Bob applique des opérations ou qu'il n'en applique pas, hein, donc c'est conditionnel, et on veut qu'il applique les bonnes opérations. Alors, regardez bien ça, le qubit A, s'il y a une valeur de 1, on va vouloir qu'il applique une porte note. Si je reviens en arrière, là, regardez bien ça, si le qubit A a une valeur de 1, il faut qu'il applique une porte note et c'est vrai pour le quatrième cas aussi. Donc, si le qubit A a une valeur de 1, il faut appliquer une porte note. Alors, dans ce cas-là, sur le composer, on va être capable de mettre un C-note entre le qubit A et le qubit B. Donc, si le qubit A ici, là, qui est notre Q1, a une valeur de 1, on applique un C-note. Et ce qu'on avait également, c'est si on a le qubit mystère qui a une valeur de 1, là, à ce moment-là, il faut appliquer une porte Z. Donc, celle-là, on ne l'a pas encore vu, le contrôle Z, hein, donc le Z qui est conditionnel. Alors, pour l'appliquer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une porte Z sur notre qubit Q2. Et pour lui ajouter un contrôle, c'est le point ici. Vous voyez, c'est écrit Control Gate Modifier. Fait que vous allez prendre le point, vous allez l'amener sur la porte Z. Et là, il va vous demander, vous avez deux points qui sont en bleu pâle ici. Si vous cliquez sur Q1, ben, c'est Q1 qui est contrôle. Si vous cliquez sur Q0, c'est Q0 qui est contrôle. Dans ce cas-ci, on veut que ce soit Q0. Donc, si on met cette porte Z conditionnelle, c'est-à-dire que si le qubit 0 a une valeur de 1, on applique une porte Z. Si c'est une valeur de 0, on n'applique rien. Qu'est-ce qui arrive quand on met donc le C-note et le contrôle Z? On va obtenir les états suivants. C'est-à-dire que le qubit mystère est maintenant a maintenant une valeur de 1 dans tous les cas. Hein, le Q2 a une valeur de 1 dans tous les cas. Et dans tous les cas, on a la bonne phase du qubit mystère. Et donc, ça ici, ça représente les opérations que Bob va effectuer ou pas effectuer, hein, dépendamment des valeurs du qubit, enfin, des qubits 0 et 1 que Alice va avoir envoyés. Et à ce moment-là, une fois ces opérations-là faites, Bob pourrait aller mesurer la valeur du qubit Q2 et obtenir qu'est-ce que c'est
que la valeur du qubit mystère initial. Évidemment, une fois qu'il a fait la mesure, Bob n'aura jamais l'amplitude, hein, savoir est-ce que c'était positif ou négatif, parce que ça, on ne peut pas le mesurer. Ce qu'il va obtenir, c'est soit 0 ou soit 1, mais dans ce cas-ci, on sait que Bob va obtenir 1 à tout coup parce que le 1 est sur son qubit. Comme c'est l'état que nous, on voulait envoyer, on sait que 1, c'est vraiment l'état que Bob va obtenir à tous les coups. Alors, ce que je vous propose de faire, regardez bien ça, je vais prendre juste une seconde, aller voir où est-ce qu'il n'y a pas trop d'attente sur les ordinateurs quantiques. On va l'envoyer, moi, je vais l'envoyer sur un vrai ordinateur quantique, comme je risque de passer plus rapidement. 35 jobs. Là, il faut trouver un qui n'a pas trop d'attente. C'est ça qu'il y a du monde sur Vigo. Melbourne, il y a du monde aussi pas mal. Puis un qubit, c'est pas assez. Ça fait que Rome, il est dédié. Ben, écoutez, j'ai l'impression que Manhattan, ça va être celui qu'on va pouvoir utiliser. Ça va peut-être prendre une couple de minutes. Je pense que je vais lancer ça, puis on va revenir. Alors, juste pour vous faire un exemple sur un vrai ordi quantique. Tiens donc, moi, j'y vais sur Manhattan. Vous pouvez le lancer, puis vous aurez le résultat un peu plus tard. Il n'y a pas de problème. Pour les besoins, évidemment, de l'atelier, je vais y aller là, avec ça ici. Bon, donc, il est en attente ici. On devrait avoir le résultat dans quelques instants. On pourra aller Ah, il est déjà en train de rouler. OK, c'est quand même assez rapide. Je suis assez surpris. D'habitude, 35 jobs, je vous dirais, c'est un peu plus long que ça. Mais s'il est en train de rouler, ça veut dire qu'on va avoir un résultat très, très rapidement. Donc, ça ici, c'est notre algorithme de téléportation qu'on va avoir réussi. Encore une fois, on téléporte l'état, mais une fois qu'on mesure si notre état était une superposition de 1 et de 0, là, dans ce cas-ci, on avait mis juste 1 hein, comme état mystère. Donc, on sait qu'on va retrouver 1 à la fin. Mais si notre état était une superposition, bien évidemment, le qubit qui va être mesuré à la fin va être aussi une superposition. Donc, ce sera une probabilité de trouver un ou de trouver l'autre. Oh, il n'a pas voulu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais essayer de voir si je suis capable de voir l'erreur rapidement. OK, bon. Ça, c'est embêtant de ne pas avoir été capable d'avoir de résultats. Qu'est-ce que... OK, bon, peut-être qu'il n'aime pas ces portes-là. Je vais juste essayer de l'envoyer comme ça. On va voir si on obtient au moins ces résultats-là. Puis à ce moment-là, on sera capable de voir si Bob appliquait les bonnes portes, là, si on est capable d'avoir les bons résultats. Bon, je l'ai réenvoyé. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est, bon, nous ici, on avait 1 comme état initial, donc on sait qu'on va obtenir 1 à la fin sur notre qubit 2. Par contre, si c'est une superposition, bien, ça va être une probabilité d'obtenir un ou d'obtenir l'autre, mais on ne pourra pas, dans tous les cas, savoir l'amplitude c'était quoi. Donc, ça, c'est certain qu'on ne le saura pas. Maintenant, ce qu'il faut savoir avec le protocole que je viens de vous montrer, c'est peut-être pas évident, mais je peux vous le dire, si on reprend chaque étape, on va se rendre compte que le no-cloning theorem, donc le théorème de non-clonage, est respecté, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où l'état mystère existait en 2 copies. Alors, au moment où Alice fait ses mesures de Bell, l'état mystère disparaît de sur la Terre avec les 2 qubits d'Alice et l'information est envoyée au qubit de Bob, mais jamais il y a un moment où les 2 existent côte à côte. Donc, encore là, ça veut dire qu'on n'a pas eu le théorème du non-clonage n'a pas été violé et je vous dirais, encore une fois, la relativité générale d'Einstein n'a pas été violée non plus parce que pour transférer de l'information, Alice a dû envoyer les 2 bits classiques à Bob. Donc, ça ne peut pas voyager plus vite que la lumière, cette information-là, ce qui fait en sorte qu'à aucun moment, on a été capable de dire on a transféré de l'information plus vite que la lumière. Donc, non, encore là, ça ne remet pas en cause la relativité. Et à ce moment-là, ben, effectivement, c'est très, très bien comme ça. Je vois que ça a été complété. Donc, on s'attend à avoir les 4 états avant que Bob fasse les opérations. Donc, on avait 0, 110, 0, 11, 100 et 101. Maintenant, ce qui est intéressant de voir sur un ordinateur quantique, c'est qu'on a
du bruit. Hein, je vous le disais, le hardware n'est pas encore parfait. Donc, le résultat va arriver, quoi, ici, on a un 5 6-7 Donc, à 93 on a les 4 possibilités. Mais 7 du temps, ici, il y a une erreur qui est introduite à cause du bruit. Normalement, là, sur le simulateur, on n'aura pas là, ces 4 valeurs-là avec le bruit. Mais sur un ordinateur quantique, aujourd'hui, il y a encore ce bruit-là qui existe. Il faut composer avec. Il existe des façons de réduire le bruit, donc la mitigation d'erreurs. Mais ça reste que c'est une réalité aujourd'hui avec les ordinateurs qu'on connaît. Si c'était parfaitement réparti, ce serait 25-25-25. On voit ici qu'il y a un peu de variation, mais encore là, c'est une variation statistique qui est normale, savoir dans lequel des cas on était. Dans tous les cas, Bob va savoir s'il y a eu un 0, un 1, 0, 0 ou 0, 1. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse comme opération pour obtenir son résultat, donc pour obtenir 1 à chaque fois. Donc, ça, je vous l'ai montré là, avec le théorème, enfin pas le théorème, mais l'algorithme complet. Maintenant, si on revient à la présentation, donc ceci, c'est l'algorithme complet. Maintenant, dans Qiskit, bon, il y a différents modules. Donc, moi, j'ai terminé la présentation globale. Dans Qiskit, il y a différents modules. Terra, donc, c'est pour aller chercher même au niveau des pulses, donc le contrôle des qubits. Ignis, c'est un module pour justement la mitigation d'erreurs et de bruit. Aqua, c'est une bibliothèque d'algorithmes si éventuellement vous décidez de pousser plus loin en info quantique. Il existe déjà des bibliothèques d'algorithmes qui sont en open source. Actuellement, c'est dans les domaines de l'optimisation, de la finance, de la chimie et de l'intelligence artificielle. Et R, c'est le module qui est le simulateur là, que vous connaissez. Là, on l'a utilisé aujourd'hui. Si vous décidez d'aller plus loin dans la programmation quantique, aujourd'hui, on a utilisé le Circuit Composer. Mais ce que je ne vous ai pas montré encore, c'est ici, bon, dans la partie droite de l'écran, on avait Job, Documents et Code. Si vous allez dans la partie Code, tout ça est tout notre algo ici a été écrit en OpenQASM. Si vous voulez, vous pouvez aller jouer dans le code ici, changer les qubits. Donc, vous pouvez faire des opérations directement dans les lignes de code. Et si vous voulez le voir en Qiskit, donc qui est un langage Python, mais Qiskit, c'est l'interface, vous avez ici en Qiskit. Par contre, ce qui est malheureux là, actuellement dans l'interface actuelle, c'est que vous ne pouvez pas modifier en Qiskit là, le code directement. Pour être capable de le faire, il faut aller dans le Quantum Lab. Si vous faites Open Quantum Lab ici, ça vous amène dans un Jupyter Notebook. Et là, à ce moment-là, vous êtes capable de jouer dans le code encore là qui est en Python. Donc, c'est Python qui est le code qui est utilisé pour l'interface Qiskit. Et à ce moment-là, là, vous êtes capable de faire tout votre codage. Aujourd'hui, à 3 qubits, ça va quand même assez bien d'aller avec le Composer. Éventuellement, si vous utilisez plus de qubits, le simulateur, vous pourrez vous rendre jusqu'à 32 qubits. Bon, le Composer rendu à 32 qubits, ça devient impossible à lire, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, évidemment, le code devient très pertinent à ce moment-là. Et ça va être dans le Quantum Lab ici là, que vous allez pouvoir accéder à tout ça. Maintenant, en conclusion, si ça vous intéresse comme ressource, il y a le Qiskit Textbook qui existe. Donc, si vous écrivez Qiskit Textbook, bon, il y a moyen d'y aller par le IBM-Q Experience, mais sinon, Qiskit Textbook, très facile à trouver. Bonne référence, je vous dirais. Il ne faut pas nécessairement tout le lire d'un bout à l'autre. S'il y a des morceaux qui vous intéressent, vous pouvez sauter d'un morceau à l'autre. C'est tout à fait possible à l'intérieur du textbook. Donc, il n'est pas fait pour le lire nécessairement de façon linéaire. La série sur YouTube, Coding with Qiskit, très intéressante aussi. Vous êtes capable d'aller chercher beaucoup d'informations de ce côté-là. Bon, je ne l'ai pas écrit ici, mais le document que je vais vous envoyer aussi, c'est une bonne ressource. Ceci dit, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire sur le document, encore une fois, je vous invite définitivement à nous les transférer. Ouais, ce ne sera pas long. Je veux juste copier-coller ça ici. Est-ce que je suis capable de faire ça? J'aurais aimé ça. Ah, il ne me permet pas de le faire. Ah, je vais le prendre ici. J'aimerais ça, si vous vouliez prendre 1 minute, ça va faire 2 minutes, on va dire, pour aller faire une évaluation de l'atelier d'aujourd'hui. Ça serait très apprécié. Non, je viens de le mettre dans le chat.
Donc, si tout le monde, vous vouliez prendre 1 ou 2 minutes avant de quitter, ça serait bien. Nous, c'est vraiment comme ça qu'on va chercher le feedback pour améliorer les ateliers. Donc, puis tout ce que je voudrais présenter aujourd'hui, c'est vraiment le travail de l'équipe de l'espace IBMQ. Donc, avec nos 2 programmeurs, là, Maxime, Jean-Frédéric, on a travaillé les 3 là, sur la présentation d'aujourd'hui énormément. Puis notre collègue Tom, qui est lui plus à l'animation, au niveau visuel, a donné son coup de main aussi. Donc, c'est vraiment le travail d'une équipe au complet là, que vous avez devant les yeux. Donc, je vais vous envoyer le document complémentaire avec des exercices, plein d'exercices à faire sur le Composer, avec un complément mathématique, avec l'explication des portes quantiques aussi. Donc, si vous avez des commentaires à faire, là, je vous envoie l'évaluation. Évidemment, vous ne l'avez pas encore vu le document, mais si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. On va être vraiment preneur là, pour le feedback de ce côté-là. Et là-dessus, écoutez, si vous êtes intéressé à poursuivre plus loin, bon, peut-être que ça pourrait être dans le cadre d'un projet d'intégration. Ça, je sais qu'il y a des enjeux par rapport au barème, à la structure du projet d'intégration. Il faudrait voir là, avec Vincent, Doris, vos profs là, de ce côté-là. Sinon, si vous êtes intéressé à pousser plus loin, en fait, il y a des idées de projets en programmation quantique là, dans le document également. Sinon, vous pouvez nous rejoindre. Vous avez l'adresse courriel en bas de l'écran. Et là-dessus, si vous avez des questions, ce serait le bon moment là, pour les poser. Il nous reste encore quelques minutes avant 3 heures. Il n'y a pas de questions? Mais je tiens à te remercier parce que c'était très clair et très pertinent. On a appris beaucoup, puis il y a beaucoup de multidisciplinarité qu'on fait. C'est bravo. C'était très, très formateur. Oui, avec grand plaisir. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est ça, j'aurais aimé évidemment que ce soit en personne, l'interaction, puis être capable d'échanger avec vous. Ça aurait été autre chose. Évidemment, vous le savez, on fait avec les moyens du bord comme on peut, tout le monde, mais ça a été un plaisir d'être avec vous. C'est toujours passionnant comme sujet, donc très heureux d'avoir partagé ça avec vous aujourd'hui. Encore là, soit aujourd'hui ou n'importe quand, si vous avez des questions, gênez-vous pas, là, on est là, puis on est tous très heureux de parler d'info quantique à chaque fois. C'était vraiment très bien, hein. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, c'est nous qui te remercions, hein? Puis, écoute, je pense que de toute façon, on va réussir à faire diffuser la vidéo de ça plus tard, puis aujourd'hui, en fait, certainement. Et après ça, écoute, on va voir comment les gens vont aller expérimenter sur cet outil-là, qui est vraiment bien. En tout cas, moi, je vais y aller encore. Oui, c'est bon, ça. Je suis content d'entendre ça. Excellent. Bon, merci beaucoup. Alors, merci. au revoir tout le monde. Merci, bonne fin de journée. Merci. Merci, bonne journée.